Législative 2017, le débat. Il est 18h10 et jusqu'à 20h, donc nouveau débat spécial législative. Et nous sommes ce soir en direct de la scène culturelle des Carmes à Langon pour la 9e circonscription. Bonsoir Yves Maug. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Bienvenue ici effectivement à la scène culturelle des Carmes pour le deuxième de nos 3 débats consacrés à la campagne des législatives. Un scrutin qui, je vous rappelle, se déroulera les 11 et 18 juin. Nous allons élire en Gironde 12 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale. L'un d'eux sera donc le représentant de cette 9e circonscription, celle du Sud-Gironde. France Bleu Gironde et le journal Sud-Ouest s'associent pour ce débat. Nous sommes en direct jusqu'à 20h sur France Bleu Gironde et également sur francebleu.fr. C'est un débat en public et merci à tous ceux qui sont venus y assister ici. À mes côtés pour interroger les candidats, j'accueille Pierre Lascourège du journal Sud-Ouest. Bonsoir Pierre. Bonsoir à tous. Et Ézéchiel Fernandez de France Bleu Gironde. Bonsoir Ézéchiel. Bonsoir Yves, bonsoir à tous. Et nous accueillons ce soir 5 des 13 candidats en lice dans cette circonscription. Oui, 5 candidats par ordre alphabétique. Michel Dufrand, candidat pour les Républicains, l'UDI et CPNT, maire de La Brède depuis 1995. Bonsoir. Bonsoir. Sophie Mette, candidate à République En Marche, étiquette Modem. Vous êtes conseillère municipale d'opposition à Bazas et même chef de file de l'opposition. Bonsoir Sophie Mette. Bonsoir. François Papillot pour la France Insoumise, conseiller municipal à Cadojac. Bonsoir. Bonsoir. Sophie Rivière du Rivaux pour le Front National, infirmière libérale. Vous vivez à Langon. Bonsoir. Bonsoir. Et le candidat député socialiste sortant, Gilles Savary. Bonsoir. Bonsoir. Une précision, nous n'avons pas pu inviter les 13 candidats pour permettre un débat audible à la radio. On a respecté quand même les demandes du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, c'est-à-dire une équité entre les candidats de la circonscription sur l'ensemble de la campagne jusqu'au 11 juin prochain. Nous entendrons également au cours du débat certains candidats que nous avons enregistrés et nous allons vous donner la liste des candidats qui ne sont pas présents ce soir. Fanny Lousteau pour l'UPR, Patrick Dersin du mouvement 100%, Dominique Baud, Europe Écologie Les Verts, Xavier Degeguer du parti du vote blanc, Antoine Courgeot pour Nouvelle Donne, Rémi Bertoneau Debout la France, Christine Guernet du Parti communiste et Jean-Philippe Delcan pour Lutte ouvrière. Nous allons débuter ce débat avec un premier tour de table. Mesdames, messieurs, qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à réclamer le suffrage des électeurs? Nous avons tiré au sort votre ordre de passage et on commence avec vous, Sophie Mette. Merci de me donner la parole. Aujourd'hui, pour une France forte et une démocratie rénovée, il nous faut apporter à Emmanuel Macron une majorité présidentielle. La République En Marche, dont je suis la candidate investie sur cette circonscription, se présentera donc devant les électeurs. Nous devons gagner ces élections pour voter des lois qui vont permettre à Emmanuel Macron de mettre en place son projet et de soutenir l'action du gouvernement. J'ai trouvé chez Emmanuel Macron des convictions qui ont déterminé mon engagement. La première, la loi sur la moralisation sur la vie politique. Ensuite, l'égalité des territoires pour une vraie défense des territoires ruraux et des territoires périurbains. Également, sa vision de l'Europe et sa volonté de redonner à la France la place qu'elle n'aurait jamais dû quitter. C'est entre autres ces raisons qui ont fait décidément, que je suis en marche aujourd'hui, et je suis la candidate pour les représenter, et je suis en marche aux côtés d'Emmanuel Macron. Sophie Mette, vous avez le droit de boire de l'eau, par ailleurs. Sophie, j'en ai bu avant. Sophie Rivière du Rivaux pour le Front National. Même question, bien entendu, le sens de votre candidature. Oui, alors donc moi, si vous voulez, je suis infirmière libérale, je suis tous les jours sur le terrain. Voilà, je ne suis pas une politicienne, hein, je ne vis pas de la politique. Je vois les problèmes dans tous les ménages, puisque de par mon métier, je rencontre différentes personnes sur le plan social et intergénérationnel. Et donc, c'est pour ça que, si vous voulez, je suis confrontée à tous ces problèmes. Et c'est pour ça que je veux les défendre, puisque beaucoup de soucis dans la vie quotidienne de tous les foyers. Alors en suivant, Gilles Savary, député sortant, PS. Oui, c'est pas parce que je suis député sortant, mais c'est parce que je pense avoir beaucoup travaillé à l'Assemblée nationale et sur le terrain. Quelques classements indépendants en font foi.
J'ai traité pratiquement de tous les grands dossiers. Je ne les ai pas tous achevés, que ce soit dans le vignoble, que ce soit dans la sylviculture. J'ai été extrêmement présent auprès des entreprises, auprès des populations en difficulté. Et puis, il y a deux motivations essentielles qui me déterminent à continuer. C'est que je pense qu'il faut qu'il y ait absolument une politique d'aménagement du territoire pour les zones rurales et périurbaines. Nous avons trop laissé faire le marché et il y a une sélection sociale par le prix du terrain qui fait qu'aujourd'hui il y a des difficultés particulières dans le monde rural alors qu'il a des ressources formidables et que les élus locaux sont en train de le rééquiper. Et ça, je veux essayer à l'Assemblée nationale d'imposer une telle politique. Le second sujet, c'est que je souhaite absolument que Emmanuel Macron réussisse. Je me suis engagé très tôt à ses côtés parce que je suis de tout temps dans la gauche social-démocrate, la gauche de gouvernement qui met les mains dans le cambouis, et pas dans la gauche protestataire qui, elle, a aussi son apport dans le débat. Et souvent, les utopies deviennent demain une part de la réalité, mais c'est demain. Dans l'ambiguïté, monsieur. Non, c'est vous, Madame Met, c'est vous, parce que vous êtes candidate officielle du MoDem, et vous le savez pourquoi. Et vous savez pourquoi, Madame Met, et vous savez pourquoi, c'est que vous êtes une candidate tirelire pour enflouer les caisses de Monsieur Bayrou. C'est ça l'accord avec Monsieur Ferrand. Il n'y a pas du tout de côté tirelire. Je trouve que là, vous abordez un sujet peut-être un peu. Vous êtes candidate du MoDem officiellement. Officiellement, et tout le monde le sait. J'ai déposé ma candidature. C'est vous qui m'avez attaqué. Vous n'avez pas déposé la candidature. C'est vous qui m'avez attaqué. Excusez-moi, vous m'avez interrompu. Parce que vous proclamez candidat de je n'ai pas besoin de faire de photomontage, et moi je n'ai pas distillé sur les réseaux sociaux les pires horreurs sur M. Macron jusqu'à ce que je sois investi. Des photomontages sur votre site, déjà. Accordez-moi la cohérence, l'antériorité, et vous verrez. L'antériorité, certainement. Vous n'étiez pas. Vous avez soutenu M. Hollande. Vous n'étiez pas, Madame, vous n'étiez pas Léonian quand j'ai fait venir M. Macron, je ne vous y ai pas vu, et vous n'étiez pas à mes côtés, aux côtés de M. Macron, à l'Assemblée nationale. Si, la voilà, tenez, elle est là, sous votre nez. Et vous l'aurez pendant toute la campagne. Elle va vous hanter. Parce que ça n'est pas un photomontage. On va essayer de poursuivre ce tour de table, puisqu'il y a certains candidats qu'on n'a pas encore entendus. Donc, attendez, je voudrais terminer pour dire quand même que même si le Parti socialiste est à la dérive, et je l'anticipais depuis longtemps, dans cette période de retournement de veste, je considère qu'il faut rester soi-même et qu'il ne faut pas se trahir et trahir l'électorat. Je ne trahis personne, je suis... Non, mais je parle de moi. Ah bon, alors écoutez, vous avez retourné votre veste. Madame, je parle de moi. Donc je serai candidat officiel du Parti socialiste, mais je soutiendrai M. Macron et je voterai la confiance à son gouvernement. Michel Dufrand, vous êtes candidat, Michel Dufrand, pour les Républicains, donc l'UDI et CPNT. Donc le sens, vous aussi, de votre candidature. Oui, vous voyez... La République en marche, supermarché de la politique, c'est la valse des étiquettes. On voit qu'il y a quand même un petit peu d'émulation entre les candidats qui s'en réclament. C'est pas mon cas. Moi, je suis parti dans cette affaire il y a 1 an à la demande d'Alain Juppé. Quand Alain Juppé s'est lancé dans la campagne des élections présidentielles, il a rassemblé autour de lui des gens qui devaient l'accompagner, et notamment dans le département de la Gironde. Il m'a demandé dans cette circonscription d'être avec lui pour porter une candidature de rassemblement, d'apaisement et de réforme. Et j'ai reçu le soutien des élus de ma sensibilité en cette circonscription et puis de nos instances locales. Voilà pourquoi je suis parti. Mais j'ai accepté de porter finalement ce message. Naturellement, il y a eu des événements qui sont survenus depuis, ça ne vous a pas échappé. Je reste fidèle à mes convictions politiques, à ma famille politique, le gaullisme social. Je l'ai d'ailleurs écrit il y a 1 an au maire de cette circonscription. Je crois que je peux être utile. Je ne suis pas un poulet de l'année. Ma carrière, je l'ai faite pour partie. J'ai exercé des responsabilités dans ma profession d'avocat, à la tête de mon cabinet, à la tête du barreau de Bordeaux, à la direction du barreau national. Je sais ce que c'est que de faire un salaire, de payer le RSI et l'URSSAF. Je dirige une commune qui est la mienne, dans laquelle je suis né, dans laquelle je suis élu depuis 1983. La Brède. La Brède. Depuis 1995, je crois que j'en ai fait une jolie commune. J'ai une expérience de ce terrain, de cette circonscription. Je crois que je peux apporter quelque chose par mes expériences d'élu, mes expériences professionnelles. Et c'est donc le sens de ma candidature. Je veux servir dans une circonscription qui est finalement quelque peu une petite France en résumé. On va avoir l'occasion de prolonger et de détailler tout ça tout au long de ce débat. J'aimerais qu'on termine moi, je veux servir. Le tour de table avec François Papiot, donc pour la France Insoumise. Pourquoi vous êtes candidat aujourd'hui ? J'ai longtemps hésité. Et puis, ça fait plus d'1 an et demi que je manifeste avec des salariés contre la loi El Khomri.
qui va détériorer leurs conditions de travail, de recours aux juridictions prud'homales. J'ai dans le passé travaillé dans mon organisation syndicale à soutenir les victimes de l'amiante et des maladies professionnelles, en particulier liées à l'utilisation intensive des pesticides. Et tous ces éléments m'ont amené à d'abord me reconnaître dans quelque chose que j'avais peu vécu, le mouvement de la France insoumise, où chaque personne compte pour un, où les partis politiques on considère qu'ils existent, mais ils ne sont pas présents dans notre mouvement, et où véritablement j'ai senti une volonté citoyenne de s'investir, ce que j'avais peu ressenti depuis des années. Alors c'est vrai que mon engagement politique, il est essentiellement local, puisque je suis conseiller municipal à Cadojac depuis une douzaine d'années, enfin 3 mandats, quoi. Et j'ai toujours trouvé extrêmement intéressant, même dans l'opposition, de travailler et de faire des remarques et des propositions constructives, ce qu'avait remarqué un de vos collègues de Sud-Ouest quand il m'avait fait l'honneur de présenter ma candidature. Donc ouais, je pense qu'on peut faire des choses dans cette circonscription. Je crois qu'il y a 3 grands dossiers. Enfin, d'ailleurs, vous nous proposez d'en débattre, hein, mais moi, je suis particulièrement attentif aux conséquences gravissimes de l'utilisation massive des pesticides sur les enfants et sur les personnes en détresse respiratoire. On va effectivement en parler au cours de ce débat. Ce débat qui est lancé ici à Langon. Nicolas, dans quelques instants, on va parler de la nouvelle situation politique issue de la victoire d'Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle. Suite de ce débat, merci Yves Mogue. Donc les 5 candidats sont en direct sur notre plateau. Vous pouvez évidemment suivre et commenter ce débat autour de la 9e circonscription de la Gironde sur francebleu.fr et Facebook 18h22. Je voulais vous donner 3 infos circulation. Tout d'abord, attention, demain matin, si vous avez l'habitude d'emprunter le pont Jacques-Chaban-Delmas, nouvelle fermeture du pont Chaban demain, donc en milieu de matinée, de 9h30 jusqu'à 11h15. Un nouveau bateau, le Nautica, qui va passer donc sous le pont. Ça entraîne une fermeture totale. Attention, des déviations mises en place par le pont de Pierre, le pont Saint-Jean et les autres ponts de la métropole. Donc évitez ce secteur de 9h30 à 11h15, fermeture totale du pont Jacques-Chaban-Delmas. Et puis pour la rocade autour de la métropole, attention, les abords du pont Mitterrand à Bègles sont toujours très très chargés dans les 2 sens. Quand vous arrivez de Senon et Floirac en direction du sud, et puis dans l'autre sens, depuis Villeneuve-d'Ornon, le trafic est également ralenti, donc de la rive gauche vers la rive droite. Et puis pour la rocade ouest, toujours cet accident au niveau de l'échangeur 9, signalé tout à l'heure par Fabrice. Accident entre un semi-remorque et une voiture, et le trafic est encore ralenti sur le sens intérieur depuis Pessac jusqu'à l'échangeur numéro 9, sortie Codéran, Le Haillan, c'est dans le sens intérieur. Soyez vigilants sur ce secteur, faites bonne route et vous nous donnez bien sûr toutes vos infos trafic au 05 56 19 10 10. Législative 2017, le débat. Il est 18h23 et jusqu'à 20h, la suite de votre débat législatif en direct de la scène culturelle des Carmes à Langon. Pour la 9e circonscription, nous retrouvons en direct Yves Mogue, Ézéchiel Fernandez, Pierre Lascourèche pour le journal Sud-Ouest et nos candidats qui débattent en direct jusqu'à 20h. Oui, nos candidats qui sont ce soir Gilles Savary pour le Parti Socialiste, député sortant, Sophie Mette pour le Modem et la République En Marche, Sophie Rivière-Duriveau du Front National, Michel Dufrand, les Républicains UDI et François Papiot pour la France Insoumise. Le premier thème de ce débat, la situation politique après la victoire d'Emmanuel Macron et son entrée à l'Élysée. Ézéchiel Fernandez. Oui, c'est l'occasion pour chacun d'entre vous, mesdames et messieurs les candidats, de préciser votre positionnement sur l'échiquier politique. On sait d'ores et déjà que ça va donner lieu à quelques nouvelles passes d'armes entre certains d'entre vous, mais il y a les autres également qui doivent s'exprimer. Michel Dufrand, je m'adresse tout d'abord à vous. Vous êtes candidat pour les Républicains. Vous situez-vous dans le débat actuel entre les Macron compatibles et les non Macron compatibles du côté d'Édouard Philippe, de François Baroin? Quel est votre positionnement au cas où vous seriez élu député? Au cas où. Au cas où. Alors, écoutez, j'espère que je serai élu député et je ne poserai pas le problème de cette façon.
il y a eu l'élection du président de la République. Je rappelle que ce président de la République a été élu avec 24% des voix. Sarkozy, c'était 31%. Donc c'est quand même pas le Messie attendu. Il est arrivé au résultat d'un concours de circonstances sur lequel je ne reviendrai pas, mais qui n'était pas prévisible il y a un an. Cela étant, le constat, le diagnostic que l'on portait, ou que je portais, que d'autres portaient, qu'Alain Juppé portait sur l'état de la société après 5 ans de gouvernement socialiste pluriel, n'a pas changé. Nous avons, pour remédier aux problèmes que traverse notre pays, un certain nombre de solutions à proposer. Avec Macron, nous sommes d'accord sur une partie du diagnostic. Nous sommes d'accord sur certaines modalités de traitement, notamment sur la réforme de l'État, surtout pour tout ce qui concerne l'entreprise. La nécessité de redonner des marges de manœuvre aux entreprises, la nécessité de réformer le Code du travail, etc. On est d'accord sur les objectifs, pas forcément sur la totalité du traitement et sûrement pas sur la posologie. Voilà la différence que nous avons. Alors je ne suis pas Macron compatible, pas Macron compatible, mais clairement, etc. Si vous êtes à l'Assemblée, vous voterez certaines lois et vous serez dans l'opposition sur d'autres, comment ça va se passer ? D'abord, ce que nous souhaitons, c'est avoir la majorité. D'accord ? Pour faire notre politique dans le cadre d'une relation normale, prévue par les institutions, entre le gouvernement dirigé par le Premier ministre et le Président de la République. Ça, c'est l'objectif que nous poursuivons. Si cet objectif n'est pas atteint, il y aura un groupe des Républicains et de l'UDI, évidemment, à l'Assemblée nationale. Ce groupe se positionnera en fonction de l'actualité politique, qui sera aux mains du gouvernement, votera des lois, si elles lui paraissent compatibles avec ce que nous défendons, proposera des amendements. Ça, c'est le travail normal d'un député. C'est le travail normal d'une opposition que l'on veut constructive. Je suis dans la ligne qui a été décrite par Alain Juppé. Alain Juppé a dit « Nous sommes dans l'opposition. Nous sommes dans l'opposition et nous y sommes résolument jusqu'au 2e tour des élections législatives parce que nous voulons avoir la majorité. Si nous n'avons pas la majorité, nous aviserons. » Voilà. Sophie Rivière-Duriveau, quel est votre positionnement ? Mais écoutez, on espérait un renouveau. En fait, pour moi, c'est un recyclage. Il y a des ministres qui ont été nommés, qui ont déjà été ministres, qui ont montré donc leur échec. Voilà, je parle de Monsieur Le Maire, qui était donc ministre de l'Agriculture sous Sarkozy, qui a montré un bilan catastrophique. Je parle de Monsieur Bayrou, qui lui est ministre actuel donc de la Justice et qui d'un côté est mis en examen, de l'autre où on le soupçonne donc d'emploi fictif. Ah bon ? Non, c'est le Front National. Oui. C'est le Front National, les emplois fictifs. Non, oui. Non, mais je ne peux pas vous laisser dire que M. Bayrou est mis en examen alors que ça n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Dans sa ville, pour des problèmes... Il fait l'objet d'une procédure en diffamation. Voilà. Oui, procédure en diffamation, mais pas d'emploi fictif. Bien. Enfin, voilà, la constitution du gouvernement lève le voile quand même sur la manière dont M. Macron va développer sa politique. C'est-à-dire, pour moi, c'est une sorte de continuité. Il y aura plus de concurrence déloyale, plus d'injustice, plus de laxisme. Il y a encore quelques mois de ça, on voyait tout le monde se combattre les uns envers les autres. Et finalement, au lendemain du premier tour, ils se sont tous rabibochés. Donc, aujourd'hui, je pense que les Français ont besoin d'une opposition solide. Alors en suivant, même question qui s'adresse à François Papiot. Candidat de la France Insoumise. Oui, qui est candidat de la France Insoumise, effectivement. Oui. Alors, la première des choses, mais je ne reprendrai pas ce qui a été dit, mais quand même, M. Macron a été élu par défaut, puisque la question qui était posée aux Français, c'était tout sauf le Front National. Après, c'est les structures de la Ve République qui veulent qu'au 2e tour, on se retrouve dans cette configuration-là, évidemment. L'élection a eu lieu, donc on ne va pas refaire l'élection présidentielle. Macron est président de la République aujourd'hui. Oui. Pour autant, on a encore le droit de parler. On n'est pas en Union soviétique. Et donc,
Ce que je voulais simplement dire, c'est qu'on a... comment dire, le programme de M. Macron n'a pas recueilli un assentiment. C'était ce que je disais tout à l'heure, c'est un vote par défaut. Alors pour ce qui concerne la France insoumise, nous, on a un programme, l'avenir en commun, qui est chiffré, que tout un chacun peut consulter, critiquer, et certains ne s'en privent pas, mais au moins on a une référence et une continuité. On ne change pas d'avis en fonction du résultat des élections. Et nous, on continue de le porter. On continue de porter ce programme et dans ce programme, il y a en particulier tout un aspect qui concerne la réforme du Code du travail que nous portons et dont nous refusons les aménagements qui seront proposés l'abandon du Code du travail qui sont proposés par les uns ou par les autres. Très bien, on va poursuivre ce tour de table dans quelques instants. Nous sommes ici à Langon, c'est le débat des législatives avec France Bleu Gironde et le journal Sud-Ouest. Nicolas, on va poursuivre tout à l'heure puisqu'on n'a pas entendu sur cette situation politique les points de vue de Gilles Savary et de Sophie Mette. Et on s'en délecte d'avance. Oui, nous les attendons avec impatience. Et je rappelle que vous pouvez suivre et commenter en direct ce débat sur Facebook et francebleu.fr. France Bleu. Sur les routes de Gironde. Il est le phare des rois ou le roi des phares. Nous avons pu passer plusieurs heures, 2 jours et une nuit, à l'intérieur du phare de Cordouan, au rythme des marées et des activités des gardiens du phare. Alors que Bordeaux fête le fleuve Bassemplain, je vous propose de pénétrer dans ce monument historique et de connaître son fonctionnement, ses coulisses. Sur les routes de Gironde, un reportage d'Olivier Cabrelier, demain 17h15 et en podcast sur francebleu.fr/Gironde. Échappez-vous du 1er au 4 juin pour la 25e édition du festival Échappée Belle à Blanquefort. Plus de 20 spectacles de cirque, danse, théâtre, musique, mais aussi des surprises sont à partager en famille et à l'air libre. Programmation et billetterie sur carrécolonne.fr. Le festival Échappée Belle du 1er au 4 juin à Blanquefort. France Bleu Gironde. You never said a word, you didn't send me
Lilywood and the Prick sur France Bleu Gironde, juste avant de repartir à Langon, 18h35. Une info trafic avec un accident sur le Blayais. Attention sur la départementale 137, véhicule accidenté à la sortie d'Étolier quand vous remontez la 137 en direction de Saint-Aubin-de-Blaye. Législative 2017, le débat. Et nous retrouvons en direct Yves Moog et nos candidats pour la 9e circonscription de la Gironde. Oui, en direct de la scène culturelle des Carmes, ici à Langon pour ce débat avec Sophie Mette pour le Modem et la République En Marche, Sophie Rivière-Duriveau du Front National, Michel Dufrand, les Républicains UDI, François Papiot, la France Insoumise et Gilles Savary pour le PS. Gilles Savary, député sortant. On parlait de la nouvelle donne politique. Gilles Savary, vous n'avez pas réussi à convaincre finalement la République En Marche de ne pas mettre de candidat en face de vous. Est-ce que vous l'expliquez ? Oui, c'est très connu. Il y a un accord avec un parti politique qui s'appelle le Modem, entre la République En Marche et le Modem, et c'est un accord de... Oui, c'est ça. C'est un accord, le Modem reste le Modem, vous êtes en préfecture, Madame Mette, oui. Candidate Modem. Point à la ligne. Je suis la République En Marche. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire... Non, attendez. Modem, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le financement des partis politiques... Je peux vous montrer le papier si vous voulez. Est-ce que je peux... Oui, bien sûr. Ça veut dire que dans le financement des partis politiques, c'est le Modem qui touchera l'argent. Donc il y avait un accord. Madame Mette, s'il vous plaît, vous aurez l'occasion de vous exprimer. Il y a un accord entre M. Ferrand de République En Marche et M. Bayrou pour renflouer le Modem. C'est comme ça. Et vous avez vu que M. Bayrou s'est fâché. Il n'avait pas les 102 candidats. Je vous rappelle que c'est 1,40 € par voix. Donc je ne pouvais pas aller contre ça dès lors que je restais socialiste. Enfin, il y a certaines circonscriptions où il n'y a personne en face du député sortant socialiste. C'est des choses dont j'ai toujours été à l'écart et qui expliquent aussi mon parcours un peu séquent par rapport aux grands appareils politiques. C'est qu'il y a des droits de seigneuriage. Et donc, voilà, on explique qu'on lutte contre la vieille classe politique, mais enfin, quand on a un vieux sortant, un notable, on lui met personne en face. Quand on a quelqu'un d'un peu indépendant, qu'on ne pourrait pas contrôler parfaitement, qui ne serait pas aisé à la négociation, comme moi, un homme libre, écoutez, on va y mettre un candidat. Et en outre, on est dans l'ère d'influence de M. Bayrou. Je vous rappelle qu'il est du Béarn. Et donc, sur l'Aquitaine, il a mis le plus possible de candidats susceptibles de renflouer financièrement son parti politique. Madame Mette, et Gilles Savary vient de le rappeler, vous revendiquez l'étiquette Modem également. Vous êtes la candidate officielle de la République En Marche. Mais est-ce que ce n'est pas un petit peu inconfortable, votre situation aujourd'hui, ce qui expliquerait en partie peut-être votre acrimonie ? Non, c'est pas inconfortable du tout. Je suis Modem, je ne l'ai jamais caché. Je me suis engagée auprès d'En Marche. Je considère que ma légitimité, elle vient du fait que j'ai été investie. Donc à partir de là, je n'ai pas d'ambiguïté. Je suis investie par Emmanuel Macron. J'ai été invitée comme tous les autres à Paris. Donc pour moi, ça ne pose aucun problème. Mais est-ce que concrètement, ça ne pose pas tout de même un problème dans la façon de véhiculer un message dans ce contexte très particulier de cette circonscription ? Il y a pas l'ambiguïté, elle n'est pas de mon côté du tout. Je pense que M. Savary l'aura démontré. L'ambiguïté, elle est plutôt de son côté. La question, Sophie Mette, c'est qu'est-ce que vous dites aux électeurs Aujourd'hui, simplement, il y a une candidate investie, La République En Marche, c'est moi. J'ai signé un engagement sur l'honneur auprès de La République En Marche et d'Emmanuel Macron. Je peux vous attester et vous le lire. Confiance, hein. Non, mais ce que veut dire, je me suis engagée auprès d'En Marche et du président de la République. Et de ce côté-là, je suis tout à fait sans ambiguïté, je suis franche, je suis Modem, je ne l'ai jamais caché. D'un autre côté, François Bayrou a fait alliance avec Emmanuel Macron, donc ils se sont entendus, pas sur des plans financiers. Je pense que Emmanuel Macron a su profiter à un moment de l'alliance avec François Bayrou. C'est tout. Donc ma candidature a été retenue, j'ai été investie. Voilà. Oui, pour moi, j'ai rien d'autre à dire. Ça se permettait, ça sent quand même un peu l'épicerie. Michel Dufrand. Ça sent quand même un peu l'épicerie politique, tout ça. Hein, on veut parler de renouvellement des manières. Je crois que ça sent quand même Laurence. Oh, mais c'est vrai, Monsieur Dufrand. C'est vrai que Monsieur Dufrand, c'est vraiment à l'ancienne, Madame Mette. C'est vraiment à l'ancienne. Vous êtes allé dans tous les râteliers, Madame Mette. Non, je suis restée. Il y a 2 ans, vous étiez candidate au régional avec la droite. Aujourd'hui, vous êtes avec la civique gauche. Je n'ai pas changé d'étiquette. Moi, j'ai pas changé de cheval. Vous ne changez pas d'étiquette, vous variez. Non, mais vous n'avez pas varié. Vous avez soutenu
non, moi je ne varie pas, Madame Met. Vous êtes venue me voir il y a quelques mois, vous auriez des vous avez soutenu François Fillon. Et aujourd'hui, votre programme ne reprend aucun élément du programme de M. Fillon. Vous avez critiqué M. Macron il y a quelques semaines de cela, Madame Met. Il faut être honnête devant les électeurs. Tout fait ventre pour vous, Madame Met. Tout fait ventre pour vous. Voilà la vérité de votre comportement politique. Je ne vis pas de la politique, monsieur, depuis de nombreuses années, je vous rassure. Allez, je pense qu'on a compris les positions des uns et des autres. Parmi les candidats de la circonscription, il y a aussi Dominique Baud, Europe Écologie Les Verts. Écoutez-le, il craint, lui, que cette circonscription ne soit plus suffisamment à gauche. Tout d'abord, moi, je vais vous dire pourquoi je suis candidat. Je voudrais que la circonscription reste à gauche, sans dérive droitière et plus écologiste. L'écologie n'a pas été abordée dans la campagne des présidentielles. L'écologie a été occultée par les affaires Le Pen-Fillon au premier tour et par l'inintérêt du débat au second tour. Donc j'en appelle à tous les écologistes dans l'âme, d'où qu'ils viennent, encartés ou pas, et tous ceux qui ont au fond d'eux-mêmes cette petite étincelle qui leur fait penser qu'ils sont aussi écologistes et qu'ils ne doivent pas se disperser pour rejoindre un seul mouvement, celui de l'écologie. Je dirais surtout qu'il y a une forte singularité, pour le moins ambiguë, avec la présence d'un candidat député sortant qui s'invite dans la campagne sur sa circonscription, qui est aussi la nôtre et celle de tous les citoyens. Macroniste reconnu, il a gardé le logo et l'investiture du PS, qu'il a moralement quitté et qui n'a plus la même ligne politique que lui, juste pour garder son électorat traditionnel. Nous ne sommes plus dans les présidentielles et Europe Écologie Les Verts affirme particulièrement sa présence aux législatives 2017 dans cette circonscription. N'ayons plus peur de l'écologie et je vais vous décliner quelques priorités. D'abord, la sortie définitive du nucléaire. Les premiers réacteurs seraient arrêtés dès cette année, dès 2017, et nous créerons pour cela une filière de démantèlement en veillant à la reconversion des salariés du nucléaire. Ensuite, il y a l'arrêt des grands projets inutiles, comme l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et le projet de LGV par chez nous. Puis la lutte contre les déserts médicaux. Il faut engager une étude sérieuse entre le corps médical, soit les praticiens généralistes, la Sécu et les usagers, pour une bonification de la prestation en kilomètres parcourus et une aide aux patients précaires, avec aussi du transport à la demande pour les gens qui n'ont pas de moyens de se véhiculer. Voilà. Dominique Baud, Europe Écologie Les Verts, candidat dans cette 9e circonscription de la Gironde. Dans un instant, Nicolas, on continue ce débat spécial législatif ici à Langon et on va parler transport et du train notamment. En direct depuis la scène culturelle des Carmes jusqu'à 20h. Deux infos trafic et tiens, une info qui concerne le Langonais, trafic ralenti sur la 113 dans les deux sens de circulation entre Bordeaux et Saint-Macaire et puis la fin de la D10 est chargée entre Saint-Mexan et l'arrivée justement sur la 113 à hauteur du rond-point et puis des conditions de circulation toujours compliquées sur la rocade autour de la métropole, notamment le pont François Mitterrand à Bègles fortement ralenti dans les deux sens de circulation. Notez pour demain matin une nouvelle levée du pont Chabandelmas à Bordeaux, le pont qui sera fermé de 9h30 jusqu'à 11h15. De plus en plus d'associations se créent chaque mois en Gironde. Dans les villes, les quartiers, les villages. Elles sont au nombre de 27 000 rien que pour notre département. Culture, sociale, santé, environnement, entraide. Découvrez la Gironde des associations chaque jour à 12h50. En réécoutez en podcast sur francebleu.fr/Gironde. Demain, on va vous présenter une association très active sur la ville de Talence, l'association Mémoire et Patrimoine qui met notamment les jardins talençais à l'honneur. Rendez-vous dans les assos de France Bleu Gironde demain 12h50. Législative 2017, le débat. Retour en direct, la scène culturelle des Carmes. Beaucoup de monde à Langon pour ce débat autour de la 9e circonscription, Yves Mogue. Et 5 candidats, Sophie Rivière-Duriveau du Front National, Michel Dufrand, les Républicains UDI, François Papiaud, la France Insoumise, Gilles Savary pour le Parti Socialiste et Sophie Mette pour le MoDem et la République En Marche. On va évoquer un sujet d'actualité dans un mois. La LGV Paris-Bordeaux sera mise en service. Et ensuite, il y a ce projet de ligne vers Toulouse et Dax, Pierre Lascourège. Oui, c'est pas un sujet qu'on découvre, c'est un sujet très sensible ici dans cette partie du département, sur cette circonscription. Il n'est pas nouveau ce débat, mais néanmoins, il revient avec force et vigueur. Et au fond, la question, elle est assez simple. Aux candidats qui sont présents autour de nous aujourd'hui, on leur pose cette question très simple. Faut-il soutenir le projet LGV GPSO, le grand projet du Sud-Ouest, le prolongement vers Toulouse et Dax, ou pas ?
Voilà. Sophie Rivière-du-Rivaux pour démarrer. Oui, bien évidemment, je suis contre la LGV Bordeaux-Toulouse. Pourquoi, bien évidemment ? Parce que c'est une ligne qui coûte déjà très très cher et qui a plus de... les bénéfices, si vous voulez, ne sont pas équivalents à ce que ça va coûter et à ce que ça va détruire. Donc voilà. Et moi, ce que je ferais plutôt, c'est au lieu de mettre tant d'argent là-dedans, je mettrais plus d'argent pour les TER, par exemple Bordeaux-Langon, qui sont souvent en retard, qui sont annulés, et les gens qui arrivent de la ruralité, des communes excentrées pour travailler sur Bordeaux, évidemment arrivent minimum une fois par semaine en retard à leur travail, ce qui est un petit peu ennuyeux. Voilà. Sophie Mette, pour ou contre ? Alors, contre le projet, pour une raison simple. On a vu les dégâts causés par la création de l'autoroute A65, des dégâts environnementaux, un coût très important, avec, on va dire, une fréquentation... certes un peu en hausse, mais finalement on pouvait faire autrement. On aurait pu favoriser des travaux, doubler d'autres voies. Et donc pour la LGV, déjà d'une part, c'est un coût très important, trop important. On peut trouver d'autres solutions. Et puis c'est l'impact environnemental. On est dans une région, on a la vigne. On a des vignobles reconnus au niveau national, mais aussi mondialement. Pour ne parler que de Sauternes. Mais Emmanuel Macron a été interrogé pendant la campagne, il était plutôt favorable, non ? Ce qui n'empêche que je peux être contre ce projet, parce que je suis pour la défense de mon territoire, et je sais que les viticulteurs ont besoin de garder leurs vignes dans l'état dans lequel ils sont. Et puis, on connaît aussi nos forêts landaises, et on tient à protéger aussi notre ruralité. Gilles Savary. Écoutez, moi, je ne suis pas LGV-phobe. J'ai voté pour la LGV Tours-Paris. Mais depuis que je l'ai fait, les choses ont énormément évolué. Le TGV est devenu une catastrophe pour la SNCF. C'est en réalité le produit du lobby du BTP et d'Alstom. Et surtout, nous sommes dans des zones périurbaines où se déploie une population de plus en plus nombreuse, qui aujourd'hui est en but tous les soirs à... des séquences infernales, et tous les matins. Vous regardez ce qui se passe sur l'autoroute qui est saturée matin et soir, et les trains TER ne fonctionnent pas parce que le niveau de régénération, c'est un peu technique, en France, n'est pas suffisant. Alstom n'a que 2 trains, des TER qui vont lentement ou des TGV qui vont très vite, et pas de trains intermédiaires. Donc je me bats pour ces trains intermédiaires, pas d'aujourd'hui, ici, à Paris. J'ai réussi à faire classer l'ensemble du bassin versant du Ciron en zone Natura 2000 sur l'ensemble du bassin versant. Nous allons engager un classement UNESCO parce que c'est une zone de biodiversité extrêmement précieuse. Et moi, j'appelle à ce qu'il y ait des contrats de mobilité entre l'État, les métropoles, les régions et les départements, qui ne se résument pas à mettre en place des trains de banlieue, mais il faut le faire, de véritables trains de banlieue, très cadencés aux heures de pointe, avec grande capacité, mais aussi à régler tous les problèmes de mobilité, parce qu'il n'y a pas que cela. Aujourd'hui, il y a des rocades malines qui se mettent en place sur des petites routes départementales qui traversent des villages et qui deviennent catastrophiques. Léognan, Le Barp, Saucat, La Brède, ça devient infernal. Personne ne bouge. Il y a un égoïsme total de la métropole. Et le projet que je poursuis, c'est d'impliquer les métropoles financièrement, mais aussi en termes de politique publique, dans des contrats de développement de leur périphérie, les métropoles et l'État. Il y a aussi une autre façon de faire. C'est de faire en sorte que les métropoles partagent les emplois. Elles gardent tout aujourd'hui, toute la richesse, elles nous envoient les populations, et les populations ont des vies infernales et de plus en plus difficiles. Il est urgent que les métropoles arrêtent de tout capter en termes d'emploi et qu'elles partagent un peu le développement. Il n'est pas, comment dirais-je, extravagant de dire que, par exemple, 30% des entreprises qui devraient s'implanter dans la métropole, eh bien le soient, par exemple à Langon, à Saint-André-de-Cubzac, ou ailleurs, comme on l'a fait pour la loi SRU sur le logement social. J'ai l'occasion de développer justement les thèmes liés à l'emploi, évidemment, dossier phare pour la 9e circonscription, comme partout ailleurs d'ailleurs dans notre pays, bien entendu. Concernant la LGV, le projet, grand projet Sud-Ouest, Michel Dufrand, votre point de vue, est-ce que vous participez à cette belle unanimité ?
Mais évidemment, vous n'allez trouver personne ici dans le Sud-Gironde qui va vous dire qu'il applaudit à demain le projet. Nous sommes tous opposés. Pour ce qui me concerne, j'ai fait voter par le conseil municipal de la Brède la première délibération anti-projet, anti-LGV. C'était alors uniquement le projet Bordeaux-Toulouse. C'était en septembre 2005. Il y a eu une enquête publique, on a soldé le dossier et on a ouvert le deuxième dossier, Bordeaux-Espagne, on a regroupé les deux, ça a été les GPSO. Les arguments qu'on a développés à l'époque, finalement, sont ceux qui ont été repris par l'enquête publique qui a conclu négativement. Néanmoins, l'État a décidé de passer outre. Vous avez eu raison de souligner que M. Macron, à qui la question a été posée de manière explicite, a répondu qu'il était favorable au projet. Par conséquent, il faudra bien que Mme Met arrive à trouver des arrangements entre ses positionnements locaux et ses positionnements nationaux. Mais nous avons fait nos preuves. Je vais vous poser la question à vous aussi, Michel Dufrance. C'est-à-dire que est-ce qu'un député de la nation doit défendre uniquement son territoire? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt général à relier Bordeaux à Toulouse, par exemple? Non, pas par la LGV. Moi, je suis très contre. Je vais vous expliquer. C'est 10 milliards d'euros cet investissement. Je ne vais pas revenir sur les dégâts environnementaux, ce que ça peut représenter comme troubles et tracas en périurbanité, ça a été dit par Gilles Savary, j'y souscris à 100%. C'est 10 milliards d'euros au moins. Et on nous dit que la ligne Bordeaux-Paris, ça serait 150 millions d'euros de déficit de fonctionnement. Imaginez donc le déficit de fonctionnement qui serait creusé sur le tronçon Bordeaux-Toulouse. Vous croyez qu'on est trop riche, qu'on a trop d'argent, qu'on peut en jeter par les fenêtres en matière d'infrastructures et notamment d'infrastructures ferroviaires? La SNCF est endémiquement déficitaire. Alors qu'elle le soit sur des transports utiles, on l'a dit, des TER, ce que dit Gilles Savary, j'y souscris, c'est dans mon programme, d'aller vers une contractualisation avec la métropole. Mais il ne faut pas trop charger, mon cher Gilles, la métropole uniquement. Je crois qu'il faut aller dans une démarche de contractualisation et de responsabilisation de l'ensemble des acteurs, ce qui inclut la région, parce qu'elle a une compétence en la matière, bien entendu, ce qui exclut, pourquoi pas, les intercommunalités, parce que c'est nous qui portons les gens qui ont besoin de se déplacer. Donc ces contrats de mobilité, ils doivent être faits en partenariat et je pense qu'il faut partenarier bien plus. Le département le fait déjà, mais pas assez à mon goût, partenarier avec la métropole puisque la métropole porte une partie de ce département, mais elle est également débitrice des zones périurbaines et de l'espace rural et tout ça, ça peut parfaitement se négocier. Alors pour la LGV, j'ai répondu. Pour ce qui concerne les transports, oui, c'est vrai que ça ne marche pas, les TER ne marchent pas, les trains sont en retard, ils sont parfois annulés. J'ai une de mes assistantes qui vient à Bordeaux tous les jours. Malheureusement, elle est souvent en retard à cause de ça. C'est un fait constant, établi. Il faut rétablir cette situation. Sur la mobilité, il n'y a pas que le fer. Je souscris également à ce qui a été indiqué. On a des problèmes. D'ailleurs, sur le fer, je dis un mot quand même de plus. Il y a une inégalité supplémentaire sur le fer et sur les autoroutes. Les gens de chez nous qui vont apporter leur valeur ajoutée en métropole, à Bordeaux ou ailleurs, sont des gens qui se déplacent. Ils paient pour se déplacer. Ils paient les abonnements SNCF. Ils paient également les péages autoroutiers. Pour ce qui concerne l'autoroute, la situation est inégalitaire parce que les Brédois ne paient pas. Mais les Salois, les Belinois ne paient pas. Ils peuvent utiliser la 63 sans payer. Par contre, Bazadais payent. Les Langonais, les Bazadais, les Cap-Sylvains paient. Ça, vous allez demander à ce que les Brédois puissent payer? J'ai mis dans mon programme, pas du tout, j'ai mis dans mon programme qu'on peut faire porter par la loi la déductibilité fiscale des frais de déplacement, des frais de péage autoroutier notamment pour les salariés, ou un crédit d'impôt pour les gens qui ne sont pas imposables, et mettre ça en dehors de la déduction forfaitaire sur les déclarations de revenus. Ça, je pense qu'on peut le porter, mais il faut être... Quand on est un homme indépendant, comme tu l'es, Gilles, comme je le suis moi aussi, on a le droit d'avoir des idées et de les porter par la loi. En tout cas, de les proposer. C'est bien le rôle d'un député proactif, ce que j'entends être si je suis élu. Mais en étant élu, je pourrais porter cette idée au niveau de la ça sera une idée de plus que vous volerez aux autres, Madame Met. Il nous reste à écouter François Papiot. On peut utiliser les bonnes idées. S'il vous plaît, merci. Oui, je vais peut-être prendre la parole. On peut entendre François Papiot sur le sujet. Voilà, ce ne serait pas inintéressant. En tout cas, nous, pour ce qui concerne l'avenir en commun, on positionne la problématique de la LGV Bordeaux-Toulouse par rapport aux grands travaux coûteux et inutiles. Et je rejoins
le candidat des Verts concernant l'arrêt du projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, le projet autoroutier ferroviaire Lyon-Turin et celui-là. Pourquoi ? Ça coûte très cher et pour un gain de temps minime. 45 millions du kilomètre pour le TGV, c'est l'évaluation de l'association LGVEA pour 3 millions d'euros pour rénover la ligne TER. Voilà la différence. Et pour un gain évalué à distance équivalente de 15 minutes. Franchement, ça ne vaut pas le coup de dépenser autant pour ça, alors qu'on pourrait acheter des motrices un petit peu plus chères. Et c'est vrai que là, moi, je me situe plus comme député, parce que ce qui importe, c'est qu'on soit capable effectivement d'impulser une politique industrielle qui fasse que des motrices rapides et avec plus de gens, plus d'emport, soient construites. Et pas simplement des rames TGV qui coûtent horriblement cher, dont le gouvernement avait envisagé de remplacer des lignes pour aller à Limoges, si je me souviens bien, pour essayer de remplir le carnet de commandes de Alstom. Enfin, vous voyez, on atteignait le ridicule alors que ça coûte des sommes folles, rien que de les faire fonctionner. Alors, moi, il me semble que sur ces questions de transport, il faut se poser des questions sur l'après-pétrole. Alors, le but d'une assemblée, c'est d'anticiper, c'est pas simplement de gérer au coup par coup, au jour le jour. C'est de se dire qu'est-ce qu'on peut commencer à anticiper sur ce qui se passe à l'heure actuelle. L'après-pétrole, les véhicules électriques, certainement. Mais aussi, par exemple, vous avez dû tous le constater, j'ai été à Angoulême récemment, je crois que j'ai croisé en 1h30 500 camions. Et avec une file ininterrompue de camions. On peut effectivement envisager ce que nous appelons des nœuds multimodaux, où les camions viendraient déposer leurs marchandises à une certaine proximité des grandes villes, et puis on utiliserait des transports propres pour aller amener les marchandises là où la population en a besoin. Mais pour revenir, parce qu'on a déjà commencé à attaquer le sujet de l'aménagement, mais c'est vrai que je crois que nous sommes victimes, et d'ailleurs, ce que vous avez dit, je le partage complètement, c'est Monsieur Dufranc, c'est pas je cite. Ça ne doit pas arriver sur tous les sujets. Ça ne doit pas arriver souvent, mais bon, sur des sujets comme ça, là, on peut l'arriver. C'est vrai que la métropolisation, et là, on n'est pas d'accord, ça a un effet néfaste sur les communes qui sont pas dans la métropole. Parce qu'effectivement, les gens sont propulsés à l'extérieur. On était l'autre jour tous à Belin-Bélier. On a bien vu les gens qui s'installent là et les routes qui sont sous-dimensionnées, qui se détériorent extrêmement vite, et c'est pas la métropole qui paye quand les routes se détériorent. Donc on a là à remettre en cause cette loi qui a créé ces grandes métropoles qui, égoïstement, gardent leurs ressources sans la partager avec les autres. Nous, on a une conception beaucoup plus partageuse, on va le dire comme ça, de la vie dans notre département. Voilà. Il me semble que les ruraux ne doivent pas être plus maltraités que les urbains. Voilà. C'est des choses relativement évidentes, mais il me semble qu'il faut qu'on travaille dans ce sens-là. Je discutais l'autre jour avec une amie qui habite un peu plus loin que Langon, là-bas, dans ces petits coins très sympas, mais très reculés. Comment ils font pour arriver sur la gare de Langon, sur la voie ferrée, qui est un atout, il n'y a rien. Il n'y a rien. Les enfants, comment ils font pour aller à la fac ? On va voir dans quelques instants justement ce qu'il faudrait faire pour améliorer le quotidien des gens. On va parler aussi, parce qu'un député a une prise sur la politique nationale, des deux principaux projets lancés d'ores et déjà par Emmanuel Macron, la moralisation de la vie politique et la réforme du Code du travail. Ce sera juste après les infos de 19h, Nicolas. Suite du débat spécial législatif en direct de la scène culturelle des Carmes à Langon dans moins de 3 minutes.
La météo avec Ariane Construction, constructeur de maisons individuelles en Gironde. Retrouvez-nous sur arianeconstruction.com. Pas mal de nuages et possibilité d'averses sur une moitié sud-est du département en deuxième partie de nuit. Pour les températures, c'est très homogène la nuit prochaine, autour de 14 degrés à Bordeaux, Libourne, Arcachon, 14 à Portetz, à Langon, où vous suivez en direct ce débat pour la 9e circonscription pour les législatives. 9 degrés également, 14 à Prignac et Marcan, 14 à l'Espar et Audange. Et avant de repartir du côté de Langon pour ce débat 9e circonscription, je vous donne la tendance de demain. Une belle accalmie par l'ouest, quelques averses encore possibles sur l'est et le sud du département. Et ensuite, en milieu de journée, un temps plus calme. Les éclaircies, peu à peu, vont gagner du terrain demain en milieu de journée et dans l'après-midi, avec des températures de 21 à 23 degrés. Bonne soirée, France Bleu Gironde, il est 19h. Un point sur l'actualité avec Pascal Pirotti. Bonsoir Pascal. Oui, dans quelques instants, donc la reprise du deuxième débat des législatives sur France Bleu Gironde en direct de la salle culturelle des Carmes à Langon. Débat qui porte sur la 9e circonscription, celle du Langon de 47 ans hospitalisé d'urgence à Libourne à la mi-journée, victime de plusieurs coups de couteau. Il a été secouru par des passants puis pris en charge par les pompiers sur l'avenue Charles de Gaulle. Au moment de l'arrivée des secours, son agresseur était déjà parti. La gendarmerie de Libourne a ouvert une enquête mais n'a pas souhaité communiquer sur l'affaire. La fin du vide sanitaire dans les élevages de canards et d'oies du sud-ouest. Cette réintroduction de volailles intervient après 6 semaines de vide sanitaire obligatoire, mise en place dans 1134 communes du sud-ouest pour tenter de juguler définitivement la crise de la grippe aviaire apparue fin novembre et particulièrement virulente. Les éleveurs pensent que dans 3 semaines, 10 à 15% de la production aura redémarré. Pour atteindre les 100%, il faudra attendre le mois de septembre. 4 millions d'animaux avaient été abattus, ce qui représente un préjudice de 350 millions d'euros. La nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Frédérique Vidal, était ce matin à Bordeaux pour son premier déplacement officiel. Elle a visité le campus universitaire et notamment le nouveau bâtiment dédié aux neurosciences. Lors de ce déplacement, Frédérique Vidal a réaffirmé sa volonté de supprimer le tirage au sort pour l'entrée à l'université qu'elle trouve injuste et inefficace. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont entretenus cet après-midi à Versailles sur les dossiers urgents. Le président de la République s'est montré intraitable. Il a prévenu que toute utilisation d'armes chimiques en Syrie ferait l'objet d'une riposte immédiate de la France et qu'il souhaitait renforcer le partenariat avec la Russie sur ce dossier. Notre priorité absolue, c'est la lutte contre le terrorisme et l'éradication des groupements terroristes et en particulier de Daesh, a ajouté Emmanuel Macron. En rugby, 3 joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles composeront entre autres l'équipe des Barbarians français pour la tournée en Afrique du Sud du 16 au 23 juin. Marco Tolègne, Yann Lesgourg et Jean-Baptiste Dubier seront du voyage. À noter que l'ancien demi-mêlée de l'UBB, Eni Adams, sera l'entraîneur adjoint de cette équipe des Barbarians. Le grand ménage pour les joueurs français au 2e jour des internationaux de France de tennis sur la terre battue de Roland-Garros ont été éliminés au premier tour. Aujourd'hui, Gilles Simon, Nicolas Mahut, Paul-Henri Mathieu, Mathias Gourgue et Benoît Paire. Ce dernier a été balayé par le favori Rafael Nadal. Seule éclaircie la qualification pour le 2e tour de la Française Kristina Mladenovic en 3 manches. Législative 2017, le débat. Le débat des législatives France Bleu Gironde en partenariat avec Sud-Ouest en direct de Langon consacré à la 9e circonscription rejoint celle des Carmes. Yves Mogue. Merci Pascal Pirotti. On attaque effectivement la deuxième partie de ce débat France Bleu Gironde Sud-Ouest. Je vous rappelle que nous sommes en direct jusqu'à 20h ici à Langon. Et avec nous ce soir, Michel Dufrand, les Républicains UDI, François Papiot, la France Insoumise, Gilles Savary pour le PS, Sophie Mette, le Modem, la République En Marche et Sophie Rivière du Rivaux pour le Front National. Vous le savez, pendant ce débat, on écoute également d'autres candidats. Je vous propose de laisser quelques instants la parole à Christine Guernet du Parti communiste, puisqu'on parlait juste avant le flash de transport. Justement, elle, sa première préoccupation, ce sont les transports et notamment l'autoroute A63. Nous avons encore toutes les infrastructures et on trouve dommage qu'on soit pollué, que les accidents, parce que moi j'habite près de la 63, en ce moment, une fois par semaine, nous avons au moins un décès de camionneurs. On pense que remettre le fret en route serait une bonne chose pour tout le monde. D'autres pays sont arrivés à le faire. Il n'y a pas de raison que nous, on ne puisse pas le faire. Nous, on voudrait absolument que la SNCF redevienne une entité pour le fret, un monopole. Et
toutes les infrastructures, elles sont en train de se dégrader puisque ça fait une vingtaine d'années que la casse est annoncée, mais elles sont encore là. Parce qu'à force de morceler la SNCF, eh bien, on n'en fait plus rien. Deuxième sujet qui vous tient à cœur et qui colle à la réalité de votre secteur et notamment de la lande girondine, c'est remettre le GEMAGE d'une certaine manière à l'ordre du jour. Nous avons très proche de nous un territoire planté de pins et des gémeurs, des associations de gémeurs qui se sont remises en place pour remettre le GEMAGE en route. Il a été abandonné dans les années 90. Plusieurs raisons. Le statut des gémeurs qui étaient des métayers à l'époque et qui donc n'avaient pas un véritable statut et qui ne gagnaient pas leur vie. Et la concurrence des pays émergents, dont l'Espagne et le Portugal. On a vu maintenant de l'essence de térébenthine arriver de Chine, alors que sur le territoire, nous avons et les besoins et la matière première et les débouchés. Il y a un vrai enjeu économique ? Totalement. Il y a des usines qui peuvent nous les transformer dans la région. Au niveau des emplois, c'est très important. Mais en plus, un peu plus bas, il y a beaucoup de cures thermales, des choses comme ça qui emploient cette matière première. L'essence de térébenthine est très bonne pour la santé. Elle ne sert pas qu'à nettoyer les pinceaux. Christine Guernet, donc, pour le Parti communiste français. Alors, la présidence Macron a débuté avec deux principaux projets, la moralisation de la vie politique et la réforme du Code du travail. On commence peut-être, Pierre Lascourège, avec le Code du travail. Oui, d'ailleurs, à peine élu, Emmanuel Macron et son gouvernement, dans la foulée, ont commencé à travailler là-dessus. Il y a d'ailleurs eu ces jours-ci des rencontres avec les partenaires sociaux. Donc, le chantier est ouvert. Et finalement, la question qu'on va poser aujourd'hui à nos candidats qui sont ici autour de cette table, c'est quel est leur souhait dans ce sens ? Est-ce qu'il faut revoir effectivement ou assouplir le Code du travail ? Dans quel sens ? Et quelles sont les priorités pour vous ? Sophie Mette, peut-être pour démarrer. Oui, mais alors, comme il s'était engagé, Emmanuel Macron a tenu à faire ces rencontres, ces concertations avec le monde des syndicats. Donc il s'est mis au travail tout de suite. Donc c'est un signe fort, je trouve, dans sa tâche politique. Oui, nous, on souhaite que ça aille vite. Il prend le temps de la concertation, mais après, il faudra avancer sur tout ce qu'il a annoncé dans son programme, entre autres simplifier la vie des entrepreneurs, réduire le coût du travail, combattre la précarité en responsabilisant les employeurs, redéfinir le dialogue social, permettre à tous les travailleurs d'avoir droit à l'assurance chômage et créer sur Internet un nouveau service d'explication de la réglementation pour les entreprises. Et concrètement, on fait comment pour simplifier la vie des employeurs, par exemple, et libérer le travail ? Alors déjà, au niveau du RSI, quelque chose d'important, c'est réduire les charges. Donc ça sera mis rapidement en place, réduire les charges en supprimant le régime social des indépendants, ce qui permet en fait de mettre tout le monde aura la même structure des cotisations, donc une égalité pour tous. Et ça, c'est important, que ça aille des salariés jusqu'aux professions libérales. Sophie Rivière-du-Rivaux, qu'est-ce que vous pensez du projet d'Emmanuel Macron sur la réforme du Code du travail ? Faut-il réformer le Code du travail et à quel niveau ? Oui, moi personnellement je suis pour l'aide aux TPE et PME par exemple, donc alléger les charges et surtout supprimer le RSI qui est un handicap pour les... Vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron ? Non. Non, mais sur ce point, en tout cas, Sophie Mette nous dit qu'il faut supprimer le RSI, vous dites qu'il faut supprimer le RSI, je me dis ils sont d'accord. On est peut-être d'accord à ce sujet-là, mais après, non. Pour moi, la réforme donc, du travail, la loi El Khomri, pardon, je me suis perdue là. C'est augmenter la précarité des salariés. Donc c'est pour ça que je ne suis pas d'accord. Non. D'accord. Michel Dufrand, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, alors, moi je vais vous dire, je vous ai dit tout à l'heure, avec Macron, on peut être d'accord sur le diagnostic, on peut être d'accord sur certaines indications, mais on n'est pas d'accord sur la posologie.
Oui, incontestablement, il faut simplifier le Code du travail. Aujourd'hui, on le voit bien, les employeurs n'embauchent pas parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir débaucher. Ensuite, il y a la question de savoir s'il faut ou pas plafonner les indemnités de chômage en cas de licenciement. Je vais vous dire, un point de vue de professionnel, qui n'est pas nécessairement un point de vue de politicien, je considère que c'est une mauvaise idée et qu'il faut laisser au juge le soin d'arbitrer, car un procès, c'est toujours un cas particulier. La situation de quelqu'un qui est licencié n'est pas la même si cette personne a 55, 56, 57 ans, ou si et 10 ans de boîte, ou si elle a 27, 28 ans. Par conséquent, il faut laisser au juge, réformer le prud'homme c'est autre chose, mais laisser au juge le pouvoir de juger avec tous les éléments du dossier qui lui est soumis. Ça, c'est un premier point. Alors pour le reste, moi je considère que effectivement, il faut libérer le travail au sein de l'entreprise. Le problème, et là nous ne sommes pas d'accord avec Macron, Macron dit qu'il va le faire, mais il veut garder les 35 heures, il faut redonner la compétitivité aux entreprises, par conséquent il faut baisser le coût du travail. Si on veut baisser le coût du travail, il faut avoir la possibilité de faire travailler davantage dans l'entreprise aujourd'hui. Le problème que nous avons, ce problème de compétitivité de l'entreprise française, elle vient notamment, c'est pas la seule cause, mais du fait qu'on ne travaille pas suffisamment en France. Il faut rallonger le temps de travail, aussi bien dans la semaine de travail que dans la vie, pour des arguments qui ont déjà été développés. C'est notre point de vue. Ça n'est pas une médication facile à avaler, c'est quelque chose de difficile, mais néanmoins, c'est absolument nécessaire de le faire. On n'est pas d'accord, si vous voulez, avec Macron sur ce point. Je veux dire un mot sur le RSI, parce que je le paie, le RSI, enfin, je sais ce que c'est que le RSI. Le RSI, c'est quoi? Dire que le RSI, c'est simplement une espèce de centrale de recouvrement des cotisations des indépendants, alors que la gestion des prestations, elle est effectuée par différentes caisses. Ce que nous disons qu'il faut faire, c'est non pas supprimer le RSI, mais globaliser le payeur et en même temps le recouvreur au sein d'un seul organisme. Par contre, dire qu'on va aligner le RSI sur la sécurité sociale, sur le régime général de la sécurité sociale, c'est dire aux indépendants qu'ils vont payer plus de cotisations sociales, alors qu'ils sont déjà gavés de charges. Ça, il faut quand même le savoir. C'est une imbécilité colossale. Là, c'est vous diffusez une mauvaise information. Ils vont pas payer plus. Mais ils vont évidemment payer plus, parce que les cotisations salariales et patronales payées dans le cadre d'un contrat de travail sont supérieures à celles que paie un indépendant dans le cadre des régimes RSI. Renseignez-vous, Madame. Ce que j'ai entendu, c'est que vous alliez faire travailler davantage les salariés. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui, parce que vous n'allez pas donner de marge de manœuvre suffisante à l'entreprise si malheureusement on ne fait pas cette réforme des 35 heures, si on ne fait pas ce que nous proposons, c'est-à-dire la possibilité de négocier le temps de travail par accord de branche dans les entreprises. Et comme disait Juppé, si on n'arrive pas à s'entendre, alors on reporte aux 39 heures dans la fonction publique. Mais je crois qu'il y aura des accords, monsieur Dufranc. C'est notre purge, malheureusement. Michel Dufranc, vous êtes très en avance du temps de parole, donc on va écouter un peu les autres. Ezequiel Fernandez. Oui, François Papiaud, donc pour la France insoumise, nous savons tous que votre mouvement s'est singulièrement nourri du combat pendant de longs mois contre la loi El Khomri. Donc on peut penser a priori que la réforme du Code du travail ne fait pas partie des priorités, pour le moins, pour vous. Si, enfin, on peut le dire comme ça. Pour nous, ce serait l'abrogation de la loi El Khomri, c'est ce qui serait la priorité. Et ce que nous propose M. Macron, c'est une loi El Khomri au carré. Ce que je note simplement, c'est que le représentant des Républicains propose, à la différence de son ancien président qui disait qu'il fallait travailler plus pour gagner plus. Maintenant, c'est travailler plus pour gagner moins. Non, je n'ai pas dit ça. Non, c'est moi qui le dis. On gagnera plus en travaillant plus. C'est moi qui le dis. Le contraire. Et donc, c'est dans nos programmes. Voilà. Donc, sur ces histoires de rentabilité, moi, je m'adresse aux gens et aux chefs d'entreprise, des petites entreprises et des TPE. Nous, dans notre programme, nous proposons de baisser leur taux d'imposition, qui est plus élevé que celui des grandes entreprises. Nous, on propose d'inverser la chose, c'est-à-dire que les grandes entreprises payent plus d'impôts et que les TPE et PME en payent moins. Ça dégagerait des ressources de trésorerie. Est-ce que ça ne va pas faire fuir certaines grandes entreprises ? Écoutez, elles ont déjà fui.
parce que l'exportation du travail dans les pays à bas coût, ça a déjà commencé, soit elles sont ici parce que ce qu'elles produisent est utile à la France. Et nous, dans notre programme, ce que nous souhaitons, c'est investir pour que ce qui est produit soit utile aux Français. Voilà. Gilles Savary, votre point de vue sur cette question? Mon point de vue, c'est que la France se caractérise par un échec récurrent, droite et gauche, depuis 20 ans, c'est le chômage de masse. Et il y a un consensus du chômage de masse. C'est-à-dire que tout le monde protège ses petits statuts et ses rigidités en disant « moi, je suis protégé, simplement si je suis de gauche, je ferai plus de charité chrétienne pour les chômeurs, on augmentera les minima sociaux, c'est ça les vrais combats. » Mais on les laisse au chômage parce que de toute façon, ils vont venir nous bousculer, ils vont venir mettre en cause nos statuts. On va faire rentrer des petits boulots avec des primes d'activité. C'est pas bien. Moi, je préfère quelqu'un qui a un petit boulot et une prime d'activité qui l'amène à un salaire décent que quelqu'un qui est chez lui sur son canapé à manger des pizzas, à regarder la télé avec des enfants qui ne sont pas éduqués. Et donc, je pense que la lutte contre le chômage est un impératif absolu. Ça coûte beaucoup plus cher un chômeur, beaucoup plus cher que simplement les ACDIC et l'allocation chômage, parce qu'il y a des familles qui dévissent et qui dévissent définitivement avec des gamins qui sont laissés à l'abandon. Donc il faut se battre contre le chômage. Et contre le chômage, il y a une chose qu'on n'a pas essayé, c'est ce qui marche en Scandinavie, c'est-à-dire la flexi-sécurité. C'est ce qui marche en Scandinavie. Je sais que nous sommes un pays très orgueilleux et que nous considérons que nous pouvons inventer tout seuls nos solutions et que nous pouvons nous boucher le nez et boucher les yeux et pas regarder le monde en face. Mais vous savez, même la Chine communiste, elle ne fait pas de quartier. Elle est hyper libérale, elle nous fait une concurrence impitoyable. Et elle est en train d'aller chercher les travailleurs low cost partout autour d'elle. Donc on est dans ce monde-là. Ce n'est pas le monde auquel je rêve, mais c'est le monde qu'il faut affronter. Et bien pour l'affronter, oui, il faut que l'on s'adapte et il faut que l'on modifie notre code du travail. Tout simplement parce que si on ne le fait pas, ça sera Darwin. L'adaptation la plus violente, c'est en cours. Aujourd'hui, on recrute, 85% des recrutements, c'est des CDD. 64%, c'est de l'intérim. Et pour que ce soit encore plus souple, on va chercher des étrangers. Partout dans le vignoble ou ailleurs, il faut se cacher, il faut se fermer les yeux. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est une protection des travailleurs français. Nous avons commencé à la mettre en place dans la loi El Khomri. C'est le compte personnel d'activité. C'est aujourd'hui sécuriser le précaire. Par exemple, nous l'avons commencé dans la loi El Khomri aussi, en faisant des CDI d'intérim, en faisant des CDI de groupement d'entreprises. Ce sont ces solutions-là qu'il faut mettre en œuvre et en faisant en sorte qu'effectivement, on ne considère pas que l'on est dans la même entreprise quand on est dans une entreprise d'application numérique, une start-up comme Blablacar, ou quand on est au travail à la chaîne chez Peugeot, ou quand on est derrière des vaches dans une ferme. Il faut que l'on ait la capacité de s'adapter à ces situations, et c'est pour ça que je suis favorable. Et je termine. Moi, je souhaite qu'il y ait une concertation avec les partenaires sociaux. Si c'était des ordonnances sèches, je n'aurais pas voté la loi d'habilitation, et je ne la voterai pas. Bien que je donne ma confiance à Emmanuel Macron, je garderai ma liberté sur ce type de sujet, sur le sujet aussi des indemnités de prud'homme, sur le sujet, enfin, des accords d'entreprise, qui me semble une bonne chose, à condition de les ajuster au TPE, où c'est un petit peu plus compliqué. Allez, on va faire une petite pause dans ce débat des législatives ici, en direct de Langon. On se retrouve dans un instant et on va continuer à parler d'emploi. France Bleu. Vous êtes à l'origine d'une initiative dans votre quartier, votre village, votre ville. Vous avez découvert des initiatives qui vous aident dans votre quotidien. Mieux vivre, mieux consommer, mieux communiquer. Faites-en part à la communauté France Bleu Gironde et laissez-nous un message en privé sur notre page Facebook. Initiative, tous les jours, 6h25, 7h25 et 11h10. France Bleu et le Crédit Mutuel donnent le la à Prodige, le grand concert sur France 2. En direct du stade Pierre-Mauroy, métropole européenne de Lille, retrouvez les talents de l'émission Prodige en concert avec 10 500 jeunes choristes. Les plus grands airs du classique dans un show exceptionnel présenté par Marianne James. Prodige, le grand concert, vendredi 2 juin à 20h55 sur France 2. Dans vos chroniques télé et sur francebleu.fr. Législative 2017, le débat. Jusqu'à 20h, c'est le débat des législatives ici en direct de la scène culturelle des Carmes à Langon, partenariat France Bleu Gironde et le journal Sud-Ouest avec nos 5 candidats, François Papiot pour la France Insoumise, Gilles Savary pour le Parti Socialiste, Sophie Mette pour Modem, La République En Marche, Sophie Rivière-Duriveau du Front National
et Michel Dufrand, les Républicains UDI. On va continuer à parler emploi. C'est promis, on reviendra sur le projet de moralisation de la vie politique. Mais l'emploi, c'est quand même la préoccupation majeure des habitants ici de cette circonscription, Ezequiel Fernandez. Oui, avec des disparités territoriales, bien sûr, que tout le monde connaît dans la circonscription, puisque le travail n'est pas forcément très bien partagé ici, comme dans beaucoup de circonscriptions à dominante rurale, que ce soit dans notre région ou ailleurs, avec des concentrations, disons, d'emplois aux abords de la métropole bordelaise, et également du côté de Langon, avec une ruralité beaucoup plus prononcée, bien sûr, dès qu'on s'éloigne de la métropole bordelaise, avec l'effet que les uns et les autres ont d'ailleurs souligné tout à l'heure de métropolisation, qui correspond peut-être d'ailleurs, et ça sera un des thèmes que nous aurons l'occasion de développer avec vous, mesdames et messieurs les candidats, la métropolisation qui peut être une nouvelle forme, en fait, un petit peu perverse de jacobinisme à une échelle, disons, un peu plus locale. L'emploi, ici, dans cette circonscription, comment faire en sorte qu'il soit mieux partagé dans les territoires? C'est peut-être l'enjeu principal, en fait, en termes économiques et sociaux pour cette circonscription. Qu'est-ce que vous en pensez, François Papiaud? Écoutez, dans le programme que nous portons, l'Avenir en commun, nous proposons d'investir dans l'urgence écologique. Nous proposons par exemple ce qui avait été mis en avant à l'époque par Madame Duflot, de mener une grande politique qui vise à isoler les logements, qui sont extrêmement consommateurs d'énergie et donc qui grèvent le budget des familles. Donc on propose de faire un investissement public. Mais qui paye? Qui paye? C'est un investissement public. D'accord. Et je vais vous dire la somme, qui tourne autour de 700 000 logements à isoler. Alors le montant de ces investissements, parce qu'il y a aussi des investissements qui doivent avoir lieu dans les énergies renouvelables, en particulier les hydroliennes. Donc tout ce montant d'investissement se monte à 100 milliards d'euros. Ça veut dire c'est beaucoup, mais on ne se rend pas vraiment compte. Mais d'aucuns ont déjà trouvé les 100 milliards pour faire ce qu'on appelle le grand carénage, c'est-à-dire rénover des centrales nucléaires en bout de vie, dont on ne sait pas d'ailleurs comment elles termineront leur vie, même si on les recarène, comme on dit. La même chose pour la centrale d'Hinkley Point et puis celle de Flamanville. Donc on propose de faire des économies sur un certain nombre de projets coûteux et que nous considérons comme dangereux, et d'investir et de permettre d'avoir des emplois locaux. Isolé, c'est pas isolé au Brésil, c'est isolé en France, à Bazas, à Uzès, et c'est des vieilles maisons qui ont été construites dans les années, pour un grand nombre, qui ont été construites dans les années 60, 70, où les normes d'isolation n'étaient pas du tout les mêmes. Donc on propose aussi d'avoir une grande politique qui tourne autour des circuits courts et de la production de nourriture biologique. Ça veut dire réoccuper des territoires qui ne l'étaient plus pour produire de la nourriture qui d'abord est bonne pour les enfants, les adultes, et qui surtout ne pollue pas les sols et les nappes phréatiques. Donc on a quelque chose qui a un double effet, c'est-à-dire que c'est à la fois un effet sur la santé, donc moins de dépenses dans la santé, et à la fois un effet bénéfique puisque c'est créateur d'emplois. Puisqu'on sait très bien que l'agriculture biologique est plus demandeuse de main-d'œuvre que l'agriculture productiviste, que nous proposons d'abandonner. Voilà. Sophie Rivière-Duriveau, qu'est-ce que vous proposez, vous, pour relancer l'emploi ici dans le sud Gironde, enfin sur l'ensemble de la circonscription qui est quand même très grande et qui ne comprend pas que le sud Gironde, puisqu'on est quasiment à la métropole. Communes et 9 cantons, effectivement. C'est un territoire très large. Écoutez, déjà, moi, je serais pour la priorité nationale de l'emploi, donc aux Français. L'emploi aux Français, oui. Et voilà. Et puis moi, sur la circonscription, il y a quelque chose qui m'intéresse quand même, c'est la santé. Je pense qu'au niveau de la santé, on peut faire beaucoup de choses sur la circonscription et donc créer des emplois. Lesquels ? Il y a une désertification déjà de médicale. Il manque des médecins.
Il manque des médecins, notamment pour remplacer. Il manque des médecins au niveau de l'hôpital, au niveau du service d'urgence et même dans les services, puisque en tant qu'infirmière, moi, il m'arrive d'envoyer des patients à l'hôpital aux urgences et on me les renvoie souvent, malheureusement, de plus en plus dans un état, on va dire, catastrophique pour rentrer chez eux seuls à leur domicile. Mais comment vous arrivez à convaincre des médecins de venir s'installer ici plutôt qu'à Bordeaux? Eh ben, il va falloir justement, il va falloir quand même leur proposer peut-être des avantages pour qu'ils viennent en ruralité. Voilà. Et puis aussi, il faut mettre plus de personnel, d'après moi, dans les services. Il n'y a pas que les médecins, il y a aussi infirmiers, aides-soignants et ASH. Je pense qu'il faut augmenter tout ça. Ensuite, peut-être construire d'autres PAD pour aider justement à la fin de vie. Voilà. Donc ça crée quand même pas mal d'emplois pour moi dans la santé. Oui, alors donc Michel Dufranc, on a bien compris, Madame Rivière du Rivaux, que le secteur de la santé pour vous est est porteur de nombre d'emplois. C'est peut-être pas suffisant pour faire vivre une circonscription comme la 9e. Michel Dufranc, vous êtes-vous à la charnière géographique en tant que maire de la Brède entre justement la métropole, la première couronne, et puis la deuxième, la troisième couronne de la circonscription, de la 9e circonscription. Alors l'enjeu du partage du travail sur le territoire. Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est possible? Ou bien est-ce qu'il faut, être désormais convaincu bien qu'il y aura forcément des villes dortoirs et des norias quotidiennes de gens qui vont travailler dans la métropole et qui vont revenir le soir, générant des bouchons, comme cela a été dit tout à l'heure? Et comment inverser, en fait, cette fatalité qui n'en est peut-être pas une? Alors, je vais vous donner un exemple. Il y a 3 mois, une jeune femme que je connais et qui a une activité industrielle à Blanquefort est en développement. Il veut créer une filiale, une deuxième usine. 28 emplois, ce sont des soudeurs, on disait autrefois des soudeurs OHQ. Je ne vous dirai pas exactement quelle est l'activité, mais je peux vous dire qu'elle fabrique des cuves pour les camions de pompiers. Et elle cherche donc 1 hectare. Sur le canton de la Brenne, communauté de communes de Montesquieu, c'est comme ça, c'est extrêmement malheureux, mais nous n'avons pas de foncier disponible parce que nous n'avons pas su, au niveau de la communauté de communes, créer une réserve suffisante pour accueillir ce type d'activité industrielle. Je lui dis, écoute, je pense qu'on ne peut pas sur la Brenne, mais je peux voir peut-être sur Langon, et je viens d'ailleurs parler au maire de Langon. Elle me dit non. Non. Mais elle habite Saint-Maurion, c'est plus facile d'aller à Langon que d'aller à Blanquefort. La réponse est, mais ce sont mes employés qui ne viendront pas. Parce qu'un soudeur OHQ, il travaille en métropole. Il est au Haillan, il est à Saint-Médard-en-Jalles, il est à Mérignac, il est à Blanquefort. Il peut changer d'entreprise. Son épouse, son conjoint. Qu'est-ce qu'on fait alors? On comprend bien le problème, mais attendez, l'explication elle est simple. Pourquoi on ne vient pas à Langon? Eh bien, d'abord, parce que on l'a dit tout à l'heure, il y a un problème de mobilité. Si l'un travaille ici, l'épouse va forcément travailler en métropole, ou inversement. On va se retrouver avec ce problème. On a un problème, on n'a pas abordé la question encore, peut-être scolaire. Si on n'est pas exactement sur Langon, mais dans une petite commune, pardon, les tracas avec les regroupements pédagogiques, etc., et tout ce que nous connaissons. On a un problème de loisirs, on a un problème de numérique. Les entreprises aujourd'hui ne peuvent pas envisager sérieusement de s'établir dans des zones blanches. Il y a des mairies où je suis allé, j'ai vu à peu près tous les maires de cette circonscription, et il m'est arrivé parfois de ne pas pouvoir passer une communication téléphonique dans une mairie. Mais pour reprendre votre exemple de tout à l'heure, c'est quoi le remède? Alors, le remède, on l'a dit. Il faut, le remède, je l'ai. D'abord, lutter complètement contre les déserts numériques. Ça paraît être absolument essentiel. Régler, et là, il y a un dispositif à prendre, peut-être un dispositif qui ne sera pas simplement le fait de laisser aux collectivités, et le Conseil général fait un bon travail à ce sujet-là, le soin de combler ces zones blanches ou ces zones grises. Je pense qu'une interprétation mauvaise du laisser-faire, laisser-passer au sein de l'Europe fait que la directive Bolkestein et les autres ont dit « mais l'Internet, le téléphone, c'est pas du service public ». Eh bien moi je dis que c'est du service public, et il faut par la loi qu'on le rétablisse dans le service public, et s'il faut monter
monter au niveau de Bruxelles, eh bien, il faut monter au niveau de Bruxelles, ce qui suppose que la France ait retrouvé sa capacité à intervenir efficacement au niveau du débat européen. Je vous donne ça pour les zones blanches. Ouais. Sur Sophie Mette, qu'est-ce qu'on fait pour effectivement éviter qu'il y ait de telles disparitions au niveau de l'emploi dans cette circonscription? Alors, il y a plusieurs pistes. Le numérique fait partie des pistes, effectivement. Si on veut, au niveau économique, faire en sorte que des entreprises s'installent sur des territoires, il faut aujourd'hui que le numérique soit présent, qu'il y ait la fibre optique. Ça fait partie des demandes primordiales des entreprises. Donc, par exemple, pas loin de Salles, il y a une demande, mais il n'y a pas la fibre optique n'y est pas, donc ça bloque l'installation d'entreprises. Ensuite, il y a d'autres pistes, l'aide à la personne. Aujourd'hui, on a une population qui est vieillissante, donc c'est vrai que là, il y a, on va dire, je n'aime pas le terme, une niche d'emploi, et on a des formations sur le secteur qui existent. Ensuite, des points aussi dont on ne parle pas assez, c'est développer le tourisme. On est dans un secteur qui est magnifique. On parle de Bazas, enfin, entre autres, hein, mais il y a la vallée du Ciron et la Hêtrée. Bon, il y a des points qui sont magnifiques, qu'on n'exploite pas suffisamment et qui amèneraient de l'emploi. Il y a le no-tourisme, bien évidemment. On a des vignes qui sont connues mondialement et je pense qu'on doit appuyer et aider à développer et à favoriser ces emplois sur ces secteurs-là. Voilà, ce sont quelques pistes qu'on peut travailler. Gilles Savary. Oui, d'abord, je ne voudrais pas adopter le discours misérabiliste. Il y a beaucoup d'entreprises dans cette circonscription, des superbes entreprises, y compris assez lointaines. Je vais prendre Falière à Capsieux, qui est pratiquement leader sur l'alimentation sportive. Il y a des entreprises industrielles, de plus de 200 emplois industriels à Bazas. Il y a des entreprises high-tech, Lucas Robotique à Bazas, par exemple, et puis Climat et beaucoup d'entreprises du côté de Montesquieu. Donc, en réalité, si vous voulez, on ne peut pas dire aujourd'hui que le monde rural est vide. J'entends trop un discours misérabiliste sur le monde rural. Il est possible d'y vivre, il est possible d'y travailler. Il y a les Grands Chais de France, 400 emplois à Landiras, et d'y travailler avec une main-d'œuvre que les gens apprécient plus que la main-d'œuvre urbaine. Parce que cette main-d'œuvre est très très fidèle, parce que justement, elle sait qu'elle n'a plus besoin de faire de longs déplacements domicile-travail, et donc tous les chefs d'entreprise se félicitent de cette main-d'œuvre. Mais qu'est-ce qui nous manque ? Ce qui nous manque d'abord, c'est un partage du développement avec la métropole. Je reviens là-dessus. Il faut absolument qu'aujourd'hui, la métropole desserre son développement pour faire en sorte que l'on réduise les mobilités. Car les mobilités vont nous asphyxier, vont nous étrangler. Elles étranglent la métropole, elles commencent à étrangler le monde rural. Oui, mais Michel Dufrand, voilà. Vous le disiez, quand une entreprise, on lui propose de s'installer à Langon, elle dit non, je préfère rester en métropole, oui, sur la métropole bordelaise. Donc qu'est-ce qu'on dit aux entrepreneurs ? Il faut qu'il y ait des incitations particulières, qu'elles soient fiscales. Bon, on a obtenu des ZRR. J'ai obtenu des ZRR pour toute le Langon et la circonscription. Pas la circonscription, non. Uniquement le sud Gironde. On ne va pas quand même en mettre à Léognan parce qu'ils ont plus de chances que Capsieux. Il faut quand même que ce soit de la discrimination positive et de l'aide aux territoires les plus démunis. Je crois que ça, c'est très important. Mais il faut qu'il y ait des incitations particulières et il faut qu'il y ait une implication de la métropole. Vous savez, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Dans la plupart des investissements, ils frappent à la porte de la métropole ou de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux. Il est quand même très important aujourd'hui que l'on ait une approche, on développe des zones d'activité à l'extérieur. Mais il n'y a pas que ça. Je crois qu'il y a effectivement les infrastructures et le haut débit numérique. On va très vite quand même par rapport à ce qu'on a fait sur l'électrification et à ce qu'on a fait sur le téléphone. On va très vite, mais malheureusement c'est assez compliqué. Et demain matin, tout le monde n'en aura pas chez lui. Mais avec Gironde numérique, avec le plan d'Arod, là, 20 milliards qui sont sur la table, on devrait, sous 5 à 10 ans, avoir couvert tout le monde. Et c'est assez compliqué en zone diffuse. Mais c'est Emmanuel Macron va aider à soutenir Emmanuel ce Macron, projet. Il est formidable. Il devrait y arriver tout seul. Oui. Il a annoncé on l'aidera, ne vous inquiétez pas, on l'aidera quand même. Mais enfin bon, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi qu'on fixe les emplois ruraux. Vous savez, c'est une chance d'avoir des villages vivants. C'est une chance d'avoir des viticulteurs, des familles de viticulteurs. C'est une chance d'avoir des familles de scieurs. On a des problèmes avec le sciage. Je suis inquiet pour le sciage. Et le sciage voit aujourd'hui le prix du bois monter et le prix de la planche baisser. Donc il faut un plan sciage. J'ai demandé à Rousset qu'il mette en place un plan pour le sciage. Il y a le no-tourisme. On a desserré, j'ai mené, alors là pour le coup, avec Emmanuel Macron en direct, le fait qu'on a amendé la loi E20. Ça a été un combat titanesque contre Marisol Touraine. Tous les viticulteurs s'en souviennent, de façon à ce que l'on puisse aujourd'hui
aujourd'hui, effectivement, faire de la publicité œnotouristique, et je crois que c'est très important. Mais là aussi, regardez sur le tourisme. La métropole ne veut pas partager l'ensemble des droits de port des paquebots qui sont à Bordeaux. Et pourtant, ces paquebots, s'il y a 5 aujourd'hui compagnies de paquebots américains, c'est parce qu'ils peuvent visiter le Sauternais, c'est parce qu'ils peuvent visiter le Libournais, c'est parce qu'ils peuvent visiter le Médoc. Eh bien non, ici, il faut se payer des pontons nous-mêmes. Voyez. Donc je pense que le sujet, c'est effectivement de mutualiser, d'avoir une coopération très forte entre la métropole et le monde rural. Et j'en termine, il ne faut pas voir la métropole comme une nuisance, voilà, et le monde rural comme quelque chose de totalement misérable. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on organise cette coopération. Là-dessus, on est d'accord. Je voudrais dire un mot quand même sur les zones de revitalisation rurale, très vite. Je pense qu'elles existent, c'est très bien, mais il faut élargir les critères. Aujourd'hui, les entreprises éligibles sont les toutes petites entreprises de moins de 5 salariés et les aides sont fonction du chiffre d'affaires réalisé à l'intérieur de la zone. Il faudrait permettre à une entreprise de bénéficier de ces aides fiscales et sociales, même si elle réalise une partie de son chiffre d'affaires, et tant mieux pour elle, à l'extérieur de la zone, et si elle emploie plus de 5 salariés. Autrement dit, il faut donner du souffle, si vous voulez, à la procédure d'aide fiscale et sociale aux entreprises. Sur la forêt, c'est important. C'est important, mais on essaye de respecter des temps de parole quand même, Michel Dufrand. Alors, on va pouvoir parler de la forêt. Tout à l'heure, on parlera de la forêt, peut-être. Allez, on va, en tout cas, puisqu'on parlait de la viticulture, parler dans un instant environnement et notamment du dossier des pesticides qui est très important dans l'ensemble de la Gironde. France Bleu. Que vous soyez en formation, en reconversion ou en recherche de poste fixe, chaque matin, France Bleu Gironde vous aide à trouver un emploi. Objectif emploi. Alors sur 2017, nous prévoyons l'embauche d'une 50aine de personnes sur l'ensemble de la Gironde. Objectif emploi, du lundi au vendredi, 6h50. Législative 2017, le débat. Est-ce qu'on aura un temps pour parler de la mondialisation politique ? On est toujours ici à la scène culturelle des Carmes, à Langon, pour ce débat des législatives dans le sud Gironde. On va parler environnement. On va vous demander rapidement de nous donner votre avis sur le dossier des pesticides, même si c'est un dossier très important. Mais il nous reste encore beaucoup de choses à dire et beaucoup de thématiques à aborder. Et le temps file. Sur les pesticides, est-ce qu'il faut légiférer sur la question? François Papiot, pour la France Insoumise. Je pense, oui, non seulement qu'il faut légiférer, mais qu'il va falloir s'opposer à la Commission européenne qui tente de plus en plus à vouloir réintroduire l'autorisation d'exploiter le glyphosate. Je crois que là, effectivement, l'Assemblée nationale a un rôle extrêmement important et un rôle de santé publique. Parce que, on peut interdire dès aujourd'hui en France ? Ce pesticide-là, oui. Moi, je pense qu'il faut l'interdire. Alors, on va dire, oui, mais c'est compliqué pour les gens qui l'emploient. Alors moi, je constate, parce qu'on en a de plus en plus, que l'Aquitaine est une zone où il y a de plus en plus d'installations d'agriculteurs bio et de viticulteurs bio, et dans des zones de Pessac-Léognan, pas dans les petits coins où ce sont des vins de Palu. Pas du tout. Vous avez à l'entrée de Cadeaujac, sur la gauche, un château qui s'appelle le château Bousco, me semble-t-il, qui est passé en production bio. Elle a mis 3 ans, 4 ans, mais elle y est arrivée. Et son vin est excellent. Donc il n'y a pas de frein. Par contre, ce qui était extrêmement important, et je reprends ça à l'exemple de ce qui s'est passé dans le Blayais, et dans le Médoc, et puis ce qui s'est passé à Léognan, qui est proche de nous, et puis ce qui s'est passé à Preignac, me semble-t-il, où effectivement on a des gens qui sont victimes de ces produits. Voilà. Et il y a une tendance à minimiser l'action nocive de ces produits, tant d'ailleurs sur les adultes que sur les ouvriers agricoles, que sur les producteurs eux-mêmes. Sophie Rivière du Rivaux, vous êtes d'accord? Il faut être plus sévère, légiférer sur la question? Alors, effectivement, les pesticides, c'est une question difficile. Moi, je voudrais quand même dire que je pense que les viticulteurs, à l'heure actuelle, ont fait des efforts considérables.
Ils respectent, ils ne traitent plus quand il y a du vent, ils ne traitent plus proche des maisons, proche des écoles. Voilà, et je pense qu'il faudrait effectivement intensifier la recherche sur les pesticides. Parce que la culture bio, je suis d'accord, mais déjà, pour moi, c'est pas une solution pour tous les viticulteurs. Et d'ailleurs, je voulais demander qu'est-ce qu'on emploie comme pesticide quand on fait de la culture bio? Je crois le soufre, peut-être. Cuivre et soufre. Voilà, et bien le soufre, voilà, Ouais, mais c'est quand, il faut savoir quand même que le voilà. soufre attaque et est très corrosif aussi au niveau des muqueuses pulmonaires, etc. Donc voilà, je pense qu'il faut en discuter sérieusement, c'est important, et qu'il faut faire plus de recherches au niveau des pesticides. Sophie Mette, qu'est-ce qu'on fait sur ce dossier? Alors je crois qu'il y a eu un signal fort en nommant Nicolas Hulot au ministère. Donc il va avoir un regard très appuyé sur tous ces sujets-là. Effectivement, il faut légiférer, je pense. Et c'est vrai que les viticulteurs, entre autres, ont déjà fait beaucoup d'efforts. Ils ont diminué le nombre de traitements. Mais ce n'est pas suffisant parce que c'est vraiment un problème de santé publique. Il y a des décès tous les ans, il y a des gens qui sont atteints de cancer, les enfants, il y a eu des problèmes autour des écoles. Donc tout ça, ce sont des sujets très importants. Et je pense qu'il y aura la solution la mieux adaptée qui sera appliquée assez vite sur ces sujets-là. C'est quoi la solution la mieux adaptée? Légiférer et puis trouver, voilà, en fait, si tout le monde, il y aura un accompagnement des viticulteurs sur le fait de passer en bio ou en raisonné pour diminuer tous ces risques de santé publique. Gilles Savary. Oui, à gauche comme à droite, c'est normal pour la droite, on a beaucoup refoulé le bilan de ce gouvernement, mais je vous rappelle qu'il y a une loi agricole qui crée des groupements d'intérêt économique et écologique, c'est-à-dire des groupements d'agriculteurs qui veulent faire de l'agriculture raisonnée et faire de l'agriculture durable. C'est en train de se mettre en place. Je vous rappelle qu'on a mis en place un plan éco-phyto, c'est-à-dire qu'il y a des dates précises avec des réductions de consommation de phytosanitaires d'ici 2025. Et je vous rappelle enfin que l'Assemblée nationale, après une longue partie de bras de fer avec les sénateurs, et la droite sénatoriale en particulier, qui voulait que ce soit en 2020, a décidé que les néonicotinoïdes, ceux qui tuent les abeilles, voilà, seront interdits à partir du 1er septembre 2018. Donc le mouvement est enclenché. Ce que je voudrais dire, pour terminer, qui nous renvoie presque au débat précédent sur l'économie, je trouve que dans ce pays, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une mobilisation de la société pour trouver de nouveaux modèles de développement. Modèle capitaliste effréné, il existe. Il faut qu'on ait des entreprises au front, mais il faut aussi que l'on aille vers quelque chose de plus raisonnable. Et je trouve que la jeune génération, de ce point de vue-là, est très engagée. Économie sociale et solidaire, circuit court, bio, AMAP, tout ceci aussi crée de l'emploi. Et c'est de l'emploi sain, parce que c'est de l'emploi de développement durable. Michel Dufrand pour les Républicains et l'UDI sur la question des pesticides. Il n'y a pas d'emploi malsain, mon cher Gilles. L'agriculture raisonnée, c'est bien, les circuits courts, c'est bien. L'agriculture de production, ça peut être bien aussi, si on est capable de l'encadrer, ce que tout le monde s'accorde à dire qu'il est nécessaire de faire par la loi et par le règlement. Je pense qu'effectivement, il faut, de ce point de vue, être particulièrement directif, parce qu'il y a une question de santé publique. Alors, c'est pas uniquement... On souffre aussi beaucoup, l'exemple de Céron, c'est là pour le dire, de ce qu'on n'a pas su gérer les sols dans nos circonscriptions et qu'on a accepté un mélange dans lequel vous trouviez des petits lotissements, des zones urbanisées et puis les vignes au milieu, etc. Il y a un grand problème d'organisation du territoire à gérer, qui relève, à mon sens, également du code de l'urbanisme. Alors, pour le reste, effectivement, nos viticulteurs sont engagés déjà. Ça a été dit pour des châteaux importants, vous l'avez dit pour le Bousco, mais je crois qu'on peut dire Smith-Lafitte également. Guiraud est exemplaire à cet égard, me semble-t-il, en Sauternes. Et beaucoup... Enfin, on ne va pas décerner des bons points. Non, mais on donne. On a parlé de dotation, et j'allais dire... Il y a des dégustations à la suite. Et beaucoup. Offerte par M. Dufrand. Ça sera avec plaisir, mais je pense que je ne serai pas le dernier, Gilles, à les déguster.
Bon, mais donc beaucoup aujourd'hui d'agriculteurs sont lancés, de viticulteurs sont lancés sur ce créneau de l'agriculture raisonnée et également de la chaîne bio. Il faut les aider financièrement et c'est, je crois, une des pistes que nous devons proposer si nous sommes élus à l'Assemblée nationale. On ne sera pas collectivement, c'est un fait en donne. On fait une dernière pause dans ce débat et on se retrouve notamment pour parler, on l'a promis, de la moralisation de la vie politique. France Bleu. Objectif d'une. Votre séjour pour 4 personnes à la découverte du Sud Gironde avec nuit au domaine Roy-Kismar en chalet. Vos petits déjeuners et dîners dans le restaurant du domaine. Vous découvrirez les châteaux de Villandreau et Cazeneuve avec votre guide et profiterez d'une dégustation d'un premier grand cru classé de Sauternes. Un séjour avec notre partenaire, l'Office de tourisme Sauternes-Grave, Landes Girondine. Jouez avec Rodolphe Martinez demain sur France Bleu Gironde à partir de 11h. Législative 2017, le débat. Le débat, dernière partie de ce débat France Bleu Gironde, sud-ouest des législatives dans le Sud Gironde, dans la 9e circonscription, avec nos 5 candidats. Gilles Savary, PS, Sophie Mette, Modem, La République En Marche, Sophie Rivière-du-Rivaux, Front National, Michel Dufranc, Les Républicains, UDI et François Papiot, La France Insoumise. Autre candidat que je souhaitais qu'on entende, c'est Rémi Bertoneau, le candidat de Debout la France sur cette circonscription, qui lui a pour cheval de bataille la défense des services publics. Il affirme que le mouvement de Nicolas Dupont-Aignan constitue la seule opposition de droite à Emmanuel Macron. D'abord, je veux dire en préambule que Debout la France présente des candidats dans toutes les circonscriptions pour incarner une vraie opposition de droite à Emmanuel Macron, car la proximité des programmes et des projets des candidats En Marche et des candidats républicains nous impose d'incarner une alternative de droite à la politique d'Emmanuel Macron. Je pense notamment à l'augmentation des impôts que nous prépare le gouvernement actuel, notamment de la CSG, qui est un risque pour les retraités et les travailleurs de notre circonscription. Pour ce qui concerne donc la circonscription, nous avons avec M. Dupont-Aignan établi pendant l'élection présidentielle un projet tourné vers les régions les plus rurales de notre pays, notamment la 9e circonscription, qui est une des circonscriptions les plus rurales de la Gironde. Donc notre projet s'articule autour de 3 priorités pour la 9e circonscription. D'abord, la défense du commerce de proximité. Nous prévoyons la création au niveau national de 5000 commerces multiservices, car il y a de nombreuses villes dans la circonscription qui sont dépourvues aujourd'hui de commerce et de services de proximité. Cela passe aussi par un contrôle accru des surfaces commerciales supérieures à 300 mètres carrés qui aujourd'hui affaiblissent complètement le commerce de proximité. Cette orientation vers les zones rurales concerne aussi les questions de santé, l'accès aux soins. Avec M. Dupont-Aignan, nous proposons de créer des maisons de santé dans l'ensemble des départements de France et notamment en Gironde, à savoir que certaines villes aujourd'hui sont dépourvues et certains villages sont dépourvus d'un accès aux soins assuré. Donc nous voulons créer et développer les maisons de santé dans tous les départements. M. Dupont-Aignan proposait pendant la campagne présidentielle un moratoire sur la fermeture des services publics, notamment les hôpitaux, les écoles, partout en France. Et je pense que c'est une proposition importante à retenir pour la 9e circonscription aussi. Rémi Bertoneau, donc le candidat de Debout la France. Alors, chose promise, chose due, on va évoquer le projet de moralisation de la vie politique lancé par Emmanuel Macron. C'était, Sophie Mette, vraiment la priorité des priorités ? Tout à fait. C'est la première loi à être mise en place. Pour preuve, en fait, les engagements de chaque personne investie par En Marche, où on atteste sur l'honneur qu'aucune inscription ne figure au bulletin numéro 2 de notre casier judiciaire et que je n'ai jamais été condamnée à une peine d'inéligibilité. Et aussi à ne pas rémunérer des membres de ma famille dans le cadre de mes fonctions de député et à n'exercer aucune activité de conseil pendant toute la durée de mon mandat. Donc c'est un engagement fort, compris toutes les personnes investies pour ces législatives. Donc cela prouve que dès le départ, nous sommes dans cette démarche positive sur la moralisation de la vie politique. Pierre Lascorège. Alors, il y a une question d'actualité un petit peu par rapport à cette notion, l'affaire Ferrand. Est-ce que là-dessus, vous avez un avis personnel ?
Alors vous parlez d'affaires, bon, oui. C'est pas vraiment une affaire. C'est peut-être le début de quelque chose. Donc aujourd'hui, il faut que la justice fasse son travail. S'il y a besoin qu'il y ait un jugement, ça sera fait. Sinon, aujourd'hui, le tribunal de Brest, je crois, n'a rien retenu. Donc à voir. Moi, il y a l'aspect légal, il y a l'aspect moral. C'est un peu ce qu'on reproche à Richard Ferrand aujourd'hui. Je pense que par rapport à l'emploi de son fils, il a déclaré. Il a fait un travail effectif. Il a dit lui-même que si c'était à refaire, il ne le referait pas. Et puis pour ce qui concerne la location d'un bâtiment, c'est une affaire privée, ce n'est pas une affaire avec de l'argent public, mais on ne manifeste pas dans la salle. Mais aujourd'hui, c'est la justice qui doit faire son travail. Sophie Rivière-Duriveau pour le Front National. Moi aussi, j'ai un casier vierge. Je n'emploierai personne de ma famille. Mais enfin, tout ça, c'est très bien. Mais moi, il y a un petit truc quand même qui me dérange et on n'en a pas du tout parlé au niveau de la circonscription. C'est l'insécurité. Moi, je ne sais pas si on ne peut pas en parler un petit peu quand même. Parce que sur Langon, il y a de plus en plus de cambriolages. Les gens se font de plus en plus attaquer dans les rues, notamment le soir. On n'est pas dans le thème... c'est pas le thème de la moralisation. Oui, je suis d'accord, mais moi je trouve que ça aussi c'est important quand même d'en parler, quoi. Il y a des zones de non-droit dans Langon et moi j'aimerais bien qu'on en parle. Pour moi c'est important. Parlez-en, madame. Oui, il y a des zones de non-droit, effectivement, il y a des rues dans Langon où des jeunes s'installent, s'assoient au milieu des rues et on les dérange. Il ne faut pas faire de discrimination aux jeunes non plus. Pardon ? On ne doit pas faire de discrimination aux jeunes. Et j'en fais pas de discrimination aux jeunes, mais enfin bon, voilà, telle est la chose. Madame Maître, je sais pas si vous vous promenez, vous, dans tout Langon ou voire dans les autres circos. Moi, toute la journée, je me promène dans les rues, dans les campagnes, donc je vois ce qui se passe. Moi, quand je passe dans certaines rues, je me fais agresser verbalement. C'est tout juste si on me tape pas sur la voiture. Et je sais que ça s'est passé sur Langon, mais moi, pas encore, heureusement. Donc, il y a des choses importantes. Voilà, voilà. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire peur à la population non plus. Voilà. J'ai pas besoin de leur faire peur, je crois qu'ils en sont conscients. Et moi, si je vous en parle, c'est que toute la journée, je suis au milieu des ménages et qu'ils m'en parlent. Moi, j'ai des personnes âgées qui osent même plus sortir faire leurs courses. Regardez, il n'y a même pas une semaine, 15 jours, il y a une dame qui s'est faite assassiner chez elle en plein Langon, à 7h30 du matin. Mais là, alors, c'est moi qui leur fais peur. On tombe sur un assassin, c'est autre chose. Non, on tombe sur autre chose. Il y a un problème de sécurité ici. Je suis désolée, quoi. Les cambriolages, tous les cambriolages qu'il y a, mais même pas que dans les maisons, il y a dans les commerces aussi. Merci Sophie Rivière-Duriveau. Donc on a constaté avec vous que le débat a un petit peu été obvié sur le thème de la sécurité. Alors je m'adresse maintenant à un avocat. Est-ce qu'on n'est pas entré, Michel Dufrand, dans une ère du soupçon qui fait que de toute manière, quelles que soient les dispositions qui vont être prises, il y aura toujours suspicion de jeu d'intérêt entre les hommes politiques, leur environnement, la moralisation de la vie politique. Est-ce que l'avocat que vous êtes souscrit finalement à cette volonté de transparence ou bien trouve que finalement c'est beaucoup parlé pour pas grand-chose ? Moi je crois que, si vous voulez, le mieux l'ennemi du bien, souvent on fait des déclarations d'intention et puis le reste ne suit pas. Aujourd'hui, on a un projet dont on parle, qui est confié à M. Bayrou. J'espère que son action au ministère de la Justice ne se limitera pas à ça. Il y a bien d'autres choses à faire. M. Macron est quand même confronté à une difficulté avec ce qui est reproché à son ministre Ferrand, qui était en même temps son porte-parole pendant la campagne présidentielle et qui reste le grand sachem de En Marche, distributeur d'investiture à l'occasion. Ce monsieur est mis en cause. Première question... Mise en cause par le Canard enchaîné. Il y a une plainte d'Anticor. On sait bien qu'Anticor, c'est une association qui ne dépose pas des plaintes sans avoir de dossier. Et à ce jour, le parquet national financier, qui s'était précipité sur le dossier Fillon à la lecture d'un article du Canard enchaîné et qui a bouclé une enquête préliminaire en 1 mois, en 36 ans de métier. J'ai jamais vu dans une affaire financière complexe le parquet instruire une enquête préliminaire et la boucler en 1 mois. Et là,
Curieusement, la procureure nationale financière est aux abonnés absents. Elle ne s'intéresse pas à la question. Ce qui est reproché, c'est pas tout à fait la nature, non? Là n'est pas la question. Elle a une compétence en la matière, puisque le parquet national financier a été créé par une loi de décembre 2013 pour notamment être saisi des dossiers d'atteinte à la probité. Et là, on est sur une question d'atteinte à la probité. Il n'est pas nécessaire que ce soit forcément des détournements de fonds publics dont il s'agisse, mais il y a quand même une vraie question. Voilà donc un directeur d'une Sophie mutuelle. Mette, est-ce que vous avez l'impression voilà que donc, un directeur. le ministre d'Emmanuel Macron est protégé? Non, oui. Mais il y a une vraie question. Il n'était pas élu quand il a signé ce contrat. Il n'était pas élu. Il y a une vraie question. Il y a une plainte. Il a signé ce contrat avant d'être élu. Je dis le parallélisme des formes n'est pas respecté. Dans un cas, affaire Fillon, le procureur national financier se saisit à la lecture des canards enchaînés. Dans un autre cas, affaire Ferrand, le procureur national financier semble ne plus lire le canard enchaîné. Mais laissez faire la justice, elle va faire son office. Non, mais la justice n'est pas saisie pour l'instant, sauf par une plainte d'anticorps. Mais ce que je dis, c'est que les faits sont assez graves pour justifier des investigations. Il y a 2 poids et 2 mesures dans cette affaire. Il y a un soupçon d'abus. On a bien compris, Michel Dupont, si on peut laisser répondre les autres. On a bien compris. Gilles Savary. Oui, l'affaire Ferrand est pour le moins fâcheuse, mais elle n'est pas dans la proportion de l'affaire Fillon. On a découvert avec l'affaire Fillon une entreprise systématique de prédation de l'argent public qui a duré pendant des années, où on se gobergeait des trois dotations qui sont données aux députés, parce qu'on employait sa femme avec la dotation maximale sur la dotation des collaborateurs, parce qu'on n'avait pas de frais, parce qu'on cumulait les mandats. Et là, c'est un délit d'initié à la direction d'une mutuelle. Non mais attendez, parce qu'on n'avait pas de frais et que donc on n'avait pas de permanence et qu'on avait son chauffeur de la région ou son chauffeur de Matignon et ainsi de suite. Non, on est sur une affaire qui est radicalement différente. Pour ce qui est de Ferrand, c'est probablement une affaire de conflit d'intérêts privé du domaine des juridictions privées. Et je rappelle, je sais que Michel Dufrand a toujours récusé à la justice le droit de s'occuper de François Fillon. Et il l'a écrit dans Sud-Ouest. Moi, c'est pas mon point de vue. Je n'ai pas Moi, dit c'est ça. pas mon point de vue. Il y a 2 poids et 2 mesures. Non, mais Michel, vous l'avez écrit. On va arrêter là. Attendez, non, je termine sur le fond. Mais dépêchez-vous. Donc, je veux dire, je sais que vous avez récusé à la justice s'occuper de l'affaire Fillon. Moi, je crois que quand quelqu'un est prévenu, il faut qu'il y ait la justice fasse son travail. Je vous rappelle que M. Fillon avait demandé lui-même à ce que ça aille vite, si vous vous souvenez pas. Donc ça a été vite. Mais là, ce que je pense, c'est qu'une grande partie du travail est fait sur la moralisation de la vie publique, notamment la fin du cumul des mandats à partir de cette année, parce que c'était ça qui pouvait déboucher sur l'usine Fillon. Et deuxièmement, ce que je pense, c'est que oui, à des progrès de moralisation, notamment sur les frais, mais pour tous. Si je suis à l'Assemblée nationale, je ferai en sorte que toutes les professions, soient sur la même loi que les députés. Gilles Savary, merci. François Papiot. Alors, il reste 1 minute. Oui, ça va être très vite. Quand la France Insoumise a proposé à des citoyens de devenir candidats, elle leur a mis une condition qui était de signer une charte dans laquelle il y avait le fait de valider la charte de l'association Anticorps. Voilà, que j'ai signée. Donc, que je souhaiterais que d'autres candidats signassent aussi. Pour ce qui concerne la France Insoumise, sur ce sujet-là, nous avons une proposition qui est celle de la possibilité pour les citoyens, à partir de la moitié du mandat, de révoquer un élu qui ne satisferait pas aux conditions minimum d'honnêteté. Très bien. Que ce soit avéré. Allez, c'est la fin de ce débat. Merci à vous 5 pour votre participation. Merci à Pierre Lacourse-Courrèges de Sud-Ouest, Ézéchiel Fernandez de France Bleu Gironde et merci aux équipes techniques de France Bleu Gironde. Je vous redonne la liste des candidats qui n'étaient pas présents ce soir. Fanny Lousteau, UPR, Patrick Dersin, Mouvement 100%, Dominique Baud, Europe Écologie Les Verts, Xavier de Jaguer du Parti du Vote Blanc, Rémi Bertonneau de Debout la France, Antoine Courgeot, Nouvelle Donne, Christine Guernet du Parti communiste et Jean-Philippe Delcan pour Lutte ouvrière. Avant de vous quitter, je vous donne rendez-vous le 7 juin, mercredi la semaine prochaine, à Libourne pour notre 3e débat qui sera consacré à la 10e circonscription. Si vous voulez y assister, rendez-vous à 17h30 à la salle des fêtes du centre-ville à Libourne. Le débat débutera à 18h. Bonne soirée, à très bientôt dans quelques instants. Les infos de 20h. Bonsoir.